Bien, merci d'être aussi nombreux ce matin pour ce deuxième jour de Secours Expo Paris. J'espère que vous allez bien. On est ensemble jusqu'à 12h30, peut-être même un peu plus d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de conférence juste après, donc on prendra peut-être le temps de déborder un tout petit chouille et puis d'écouter aussi vos questions et vos commentaires. Donc on a beaucoup d'invités et que j'ai beaucoup de questions et qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire, donc on va passer une bonne matinée. Le thème de cette table ronde, les ambulanciers dans la chaîne de secours opérationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a mis derrière cet intitulé? Eh bien, que si on en croit les retours du terrain, certains ambulanciers privés ont beaucoup de difficultés à trouver leur place dans cette pyramide opérationnelle lorsqu'ils sont amenés à intervenir sur des situations d'urgence auprès des pompiers, des SMUR ou du SAMU. Pourtant, vous le savez, puisque je vois des uniformes, donc je suppose qu'il y a beaucoup d'ambulanciers parmi nous, la grande majorité des transporteurs sanitaires est bien formés, investis dans du matériel de pointe, mais leur présence même, en fait, au cœur du dispositif de secours est parfois controversée. Alors, on va se demander ensemble pourquoi certains ambulanciers peuvent se sentir un peu sous-utilisés, je dirais même peut-être sous-estimés sur le terrain. Et on va voir quelle place en fait ils peuvent prendre dans cette chaîne de secours compte tenu de leur statut d'entreprise privée. Et à mes côtés, vous le voyez, nos invités du jour, à commencer par Sylvie Morel. Donc on va faire de la gauche vers la droite. Sylvie Morel, vous êtes sociologue, maître de conférences à l'Université de Nantes, spécialiste en politique publique de santé, profession de santé et accès aux soins. Et vous êtes également l'auteur d'une thèse sur l'accès aux soins en moins de 30 minutes. C'est le fameux engagement numéro 9 de François Hollande, ce qui vous permet donc de bien appréhender les problématiques des ambulanciers sur le terrain, d'autant que vous avez travaillé, vous me l'avez dit à l'instant, 9 ans sur cette thèse, donc vous avez eu le temps largement de voir ce qui s'y passe. À ses côtés, Antoine Pereira, président de l'Association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers. À ses côtés également, Thierry Schifano, président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires. Le docteur Patrick Ergen, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Cyril Deharbes, ou Deharbes d'ailleurs, Cyril Deharbes, délégué régional Île-de-France du collectif ambulancier des transports sanitaires et d'urgence de France, le CATSUF. Et Laurent Facon, directeur du centre de formation des ambulanciers de la Croix-Rouge Île-de-France. Voilà, merci à vous tous d'être là. Une personne également que je vais interviewer dans le public qui n'est pas encore arrivée, c'est le docteur Louis Roussel, qui va nous donner un peu, à des moments précis de la conférence, son ressenti sur ce qui se sera dit. On va commencer sans lui, évidemment, mais en tout cas, voilà, il y aura un intervenant un peu supplémentaire. Alors, on va commencer avec vous, en fait, Sylvie Morel, puisque vous avez une vision globale des choses grâce à vos recherches. Alors, ce sera une question très large également. Pourquoi, selon vous, certains ambulanciers ont l'impression sur le terrain, à tort ou à raison, ça on le verra, qu'ils n'ont pas leur place dans la chaîne opérationnelle des secours auprès des autres acteurs historiques? Bonjour à tous. Alors avant de répondre à la question, je vais juste faire deux précisions. Oui. Ma thèse portait sur l'accès aux soins d'urgence, alors sur les inégalités sociales et géographiques d'accès aux soins d'urgence. Et au cours de mes recherches, ma thèse est devenue d'actualité avec François Hollande, qui a fait cet engagement. Donc c'était très bien pour moi, mais à la base, c'était pas sur cet engagement. Et je ne suis pas maître de conférence non plus. Eh ben, Internet, ça aurait pu, mais... Internet m'a menti. Mais voilà, Internet vous a menti. Ben oui. Effectivement. Donc, pour répondre à votre question, la place des ambulanciers elle est controversée dans le champ de l'urgence, mais je dirais que le groupe des ambulanciers, au sein du groupe des ambulanciers, il y a il n'y a pas consensus en fait. Donc c'est ce qui rend les choses un peu compliquées. Et là où certains peuvent sentir qu'ils n'ont pas leur place, c'est quand par exemple ils sont rentrés dans le métier d'ambulancier, mais pas pour faire des urgences. Et ils ne se sentent pas à l'aise avec l'urgence. Et il y a d'autres ambulanciers, au contraire, qui sont entrés dans le métier pour ça et qui sont formés, qui se forment de façon continue et qui sentent vraiment leur place dans le système d'urgence. C'est comme le métier d'ambulancier, il y a les transports sanitaires classiques, VSL, ambulance, et les transports sanitaires d'urgence. Je dirais qu'à la limite, chacun arriverait à trouver sa place. Ceux qui ne veulent pas faire de l'urgence, très bien, ça peut aussi, puisque le métier d'ambulancier recouvre aussi une dimension plus classique. Et ceux qui veulent faire de l'urgence, avoir des équipes
qui font de l'urgence au quotidien parce qu'ils sont formés là-dedans, ça me paraît très intéressant. Il ne faut pas avoir une vision uniquement les ambulanciers et l'urgence. C'est beaucoup plus complexe. Il y a... chacun peut trouver sa place en fonction de là où il se sent bien. Et c'est là où on se sent bien qu'on est le meilleur, à la limite. Alors Thierry Schifano, est-ce que vous sentez cette frustration des ambulanciers sur le terrain et selon vous, à quoi elle est due? Et ensuite, je poserai la même question aux autres. Déjà, bonjour à tous. Moi, je ne vais pas parler de frustration. Je crois que si on doit faire un peu un état des lieux... Mais mettez bien le micro, voilà. Si on fait un petit état des lieux, on va remonter quelques années en arrière. Souvent, alors, l'ambulancier dans l'urgence pro-hospitalière, comme vous dites, a été imposé. C'est une garde obligatoire. Et déjà, là, on commence à avoir quelques problèmes par rapport à ça. Le second élément, c'est que souvent, et je veux être très transparent, une variable d'ajustement entre la relation entre le SAMU et les pompiers. Le troisième volet par rapport à cela, c'est qu'on peut arriver, et là où je vous rejoins aussi, c'est qu'effectivement les ambulanciers ont une excellente formation. Mais ça, on l'oublie. Et c'est aussi un problème d'image. Je vais vous donner un exemple. On est à l'opposé total des transporteurs routiers. Les transporteurs routiers ont une image collective fabuleuse. Les routiers sont sympas. Mais quand vous êtes derrière un camion, quel connard ce chauffeur. Mais chez les ambulanciers, c'est exactement pareil. On a une image de groupe catastrophique. Par contre, lorsque vous nous connaissez, lorsque vous venez dans l'ambulancier de proximité, il a une image incontournable. Et tout le monde est conscient du service qu'il rend. Et ça, c'est assez important. Et nous devons travailler sur ce dossier d'image. Pour pouvoir y rentrer dans cette image-là, là où je suis aussi d'accord avec vous, madame, c'est qu'on ne peut pas demander la même chose à un ambulancier quand on l'oblige lorsqu'il est volontaire. Et je crois que sur le secteur national, on a des entreprises de haut niveau, puisque c'est un engagement bien souvent du chef d'entreprise qui veut aller dans ce volontariat et il y croit. Et je pense que c'est sur ces bases-là que nous devons travailler. D'ailleurs, on voit bien que les textes sont en train d'évoluer dans ce sens-là, de façon à ce qu'on ait des gens compétitifs pour le faire. Je n'ai pas de frustration sur l'urgence pro-hospitalière, puisque les textes ont bien défini les rôles des uns et des autres. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en début d'entretien, puis on reviendra au fur et à mesure sur les sujets. Oui, tout à fait. Alors, qui veut prendre la parole donc, sur cette place parfois controversée des ambulanciers sur le terrain? Cyril Deharbe, allez-y. Ah, allez-y. Patrick Erdjian. Bon, apparemment, le micro suit l'ordre. On a passé monsieur, mais ça sera peut-être plus tard. Bon, moi, je suis le sapeur-pompier de l'équipe. Alors, je suis venu en civil parce que c'est plus discret dans le métro. Pendant longtemps, on a pensé qu'on était concurrents. Alors moi, je vais vous donner le regard des sapeurs-pompiers. D'accord ? Je pense que c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous m'invitez. Pendant longtemps, on a pensé qu'on était concurrents. Je pense que c'est une énorme connerie d'avoir pensé ça, ou pour ceux qui le pensent encore, un peu moins, je pense. Parce que pendant longtemps, on pensait qu'il fallait se tirer la bourre et puis qu'il fallait aller faire chacun l'intervention un peu plus à la place des autres. Il fallait faire du chiffre, il fallait exister, il fallait être présent. Bon. Nous, aujourd'hui, on fait face à des difficultés que beaucoup connaissent. C'est arriver à répondre à toutes les sollicitations. On a un modèle qui est différent de celui des ambulanciers, puisqu'on a un service public, mais ça n'empêche pas qu'on a des contraintes, parce que globalement, notre enveloppe financière, elle reste fixe quand on a de la chance. Elle diminue un petit peu pour beaucoup. Et il faut qu'on réponde aux situations qui grandissent. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'on fait des missions vraiment de secours d'urgence, ce pourquoi on est fait. C'est-à-dire ce pourquoi on a créé des sapeurs-pompiers, pourquoi on lève des impôts pour nous financer, c'est clair, on travaille avec l'argent public. Pourquoi on a des règles un peu dérogatoires du droit commun. Mais on se rend compte aussi que sous couvert de faire du secours d'urgence, on nous sollicite pour des tas de missions, je pense, qui relèvent beaucoup plus du transport sanitaire urgent. Et c'est pas de faire de la philosophie de haute volée ou de la sémantique pointue que d'essayer de distinguer les deux. Je pense que chacun d'entre vous dans cette salle, qui de plus près ou de loin est dans le métier, je pense que vous voyez un petit peu la différence. Que le secours d'urgence, c'est pas forcément absorber toutes les situations d'urgence pour lesquelles il faut conduire une personne d'un point A à un point B, et schématiquement d'un domicile ou d'un endroit où elle se trouve, vers un établissement de soins dans l'urgence. Je ne parle pas du transport programmé, naturellement. Là, on n'est pas du tout sur le même champ. Ça va de soi. Je parle de l'urgence. Et que clairement, il y a des situations pour lesquelles il
y a besoin du dispositif sapeur-pompier, on va dire, où on essaye d'avoir un maillage territorial avec 7000 casernes, avec des gens qui viennent au BIP, qui lâchent tout pour foncer. Et il y a des situations pour lesquelles on n'a peut-être pas besoin de ce maillage-là. Peut-être que le délai peut être un tout petit peu différent, même si je ne suis pas en train de dire que les ambulanciers vont moins vite. Enfin, je veux dire, le maillage n'est pas le même, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et où je pense qu'il y a largement de la place pour les deux corporations, si on veut parler comme ça. Alors, je reviendrai peut-être sur d'autres points, mais notre position, elle est de dire, on ne veut pas manger tout le gâteau, parce que nous, clairement, on veut juste continuer d'envoyer du discours là où vraiment on n'a pas le choix, et laisser beaucoup de ce qu'on fait qui nous paraît, je ne sais pas comment on va dire, excessif. Il y a beaucoup de ces missions qu'on fait, on pense que s'il y avait des collègues ambulanciers qui étaient en capacité le jour-là, à l'endroit-là, qui étaient disponibles, je pense que ce serait mieux de les faire travailler eux. Qui en plus ont un modèle économique différent, donc je pense aussi qu'il faut qu'ils travaillent. Cyril Deharme, je vous vois dodeliner, acquiescer. Non, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, les ambulanciers sont, dans un premier temps, aptes à faire de l'urgence et de l'urgence préhospitalière. D'ailleurs, on nous autorise avec des autorisations de mise en service où, effectivement, dans la règle, on est prévu en premier pour ça, pour l'aide médicale d'urgence. Malheureusement, on n'est, je pense, pas assez sollicité. Donc il y a une sous-utilisation. Il y a une sous-utilisation, bien sûr. Alors, sur le fait de dysfonctionnement, effectivement, on verra ça après. Mais le rapport sapeur-pompier ambulancier, sur le terrain, on n'a pas trop de soucis. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est un problème d'image, de revalorisation de notre métier. Et je pense que l'image, déjà, dans un premier temps, va passer par nous. C'est-à-dire, déjà, dans un premier temps, nous faire connaître, parce que beaucoup de public ne nous connaît pas, ne connaissent pas nos prérogatives qui sont importantes pour nous et nos missions. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a une formation quand même qui respecte 455 heures avec un diplôme d'État obtenu à la fin et où nous sommes complètement aptes à faire de l'urgence et de l'urgence vitale. Voilà. Très bien. Antoine Pereira, et puis on terminera avec vous, Laurent Facon. Bonjour à tous. Alors, je suis là surtout dans un contexte public, en tant que président de l'Association nationale des ambulanciers SMUR et hospitaliers. Alors déjà, je pense que écoutez mes collègues, avant de bénéficier de cette aura qu'on l'espère pour pompier, il faudrait qu'on soit reconnu déjà, que la profession soit reconnue. C'est vrai que peut-être au niveau privé, elle est un peu plus reconnue que nous en tant qu'hospitaliers. On transporte des gens, c'est pas de la marchandise, et on n'est même pas connu au contact du malade, en catégorie active. Et ensuite, au niveau des ministères, faire partie du ministère des Transports, oui, pourquoi pas. Mais là, on parle de santé, on parle de patients. Et je pense que c'est là qu'il faudrait peut-être œuvrer auprès de nos instances de tutelle. Ensuite, moi, au niveau de donner un petit peu mon point de vue, et en tant qu'ancien privé, c'est vrai que, comme disait Cyril, il y a des centres d'ambulanciers qui se donnent les moyens. Il y en a d'autres qui ne se le donnent pas. Encore aujourd'hui, on peut voir des collègues avec une simple saharienne en jean et en basket. Alors moi, quand je vois les collègues de Nantes avec leur véhicule et habillés comme ils sont, c'est grandiose. C'est une très, 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 très belle image. Et ensuite, il y a encore, par rapport à mes anciens patrons, mais vous avez encore des centres d'ambulance qui font 75 à 80% de chiffre d'affaires en vaisselle, quoi. Et quand on parle, j'ai des collègues qui sont patrons maintenant, et quand on parle de formation, eux, ils voient tout de suite l'intérêt de ne pas avoir l'ambulancier qui est là pendant X temps, parce qu'il faut l'envoyer en formation, et qui sait qu'on va aller récupérer pour le remplacer, quoi. Alors comme je lui dis, mais certes, mais quand il sera formé, le centre 15, lui, il pourra te faire travailler, il sait que tu es formé. Bon, il y a déjà plusieurs choses qui émergent. L'expérience que j'ai de... Il y a l'image, il y a la formation, il y a la sous-utilisation, il y a la relation avec les pompiers. On va avoir des choses. Au niveau relation, ça se passe même du côté de Toulouse, ça se passe très 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 bien. Voilà. Laurent Facon, si vous voulez bien terminer sur cette première prise de parole. Bonjour. Ah oui. Je suis désolé pour la voix, ça va chauffer, je pense. Donc je vais moi recentrer sur l'aspect formation. On a eu la chance d'avoir un diplôme d'État, c'est une véritable opportunité avec une vraie formation qui a une qualification. Et voilà. Par contre, le déficit d'image, il est dès l'école.
Le vrai problème, c'est que beaucoup d'ambulanciers arrivent par défaut. On n'arrive pas à faire émerger des volontés de faire ce métier. Si on prend nos collègues européens ou même nord-américains, c'est un vrai parcours valorisant. Devenir ambulancier, les formations ne sont pas obligatoirement beaucoup plus longues, mais c'est un vrai parcours valorisant. Nous, on a des deuxièmes parties de carrière. Ce n'est pas du tout un reproche, mais c'est un constat. Donc déjà, de base, on part avec un petit handicap que je pense les SDIS n'ont pas en termes d'aura, et c'est difficile. Deuxièmement, vous aviez raison, comme vous le disiez tout à l'heure, on se retrouve avec des stagiaires qui sont presque coupés en deux, avec des gens qui veulent un métier de relation et d'assistance auprès d'un patient pour l'accompagner et qui surtout ne veulent pas se mettre en difficulté, et avec d'autres qui veulent faire de l'urgence. Je compare souvent notre formation à une formation d'aide-soignant. Quand on rentre aide-soignant, de façon indistincte, on peut décider de travailler aux urgences ou de travailler en EHPAD. On a la même formation. L'ambulancier, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'à l'arrivée, quand ils vont être sur le terrain, il y a une forme d'indistinction des missions. Et certains ne s'y retrouvent pas. Je prends un exemple tout bête. Le module soins d'urgence, il dure 3 semaines, 105 heures. Pour certains de nos stagiaires, 105 heures, c'est 105 heures de souffrance, parce que c'est vraiment pas leur centre d'intérêt. Et pour certains qui veulent rentrer en SMUR, ils sont frustrés. Et ils disent, en 105 heures, je ne suis pas prêt à prendre mon poste de DEA dans un SMUR, parce que ma FAE, je vais l'avoir dans 1 an et demi, 2 ans parfois. Donc, ce DEA était une vraie opportunité, mais on a une difficulté, c'est comment on arrive à attirer les personnes et comment derrière on arrive à spécifier leur parcours. Quand vous faites des entretiens avec des étudiants et que vous essayez d'adapter leur parcours de stage, on a une difficulté, c'est qu'on ne peut pas leur garantir derrière que leur activité sera spécifiée. Et je pense qu'il y a peut-être une réflexion à faire là-dessus. Oui, d'où ce soir le débat qu'on va mener ensemble sur la spécification des agréments. Peut-être. Voilà, d'accord. Bon, soyez au rendez-vous ce soir. On aura un débat donc avec Laurent Facon ici présent sur la spécification des agréments. Oui ou non. Je vais donner la parole donc au docteur Louis Rouxel. Je vais prendre mon petit micro. Où est-il ? Oui, il est là. Il y a un problème sur le docteur, donc c'est le dirigeant. Ah, eh bien écoutez, parfait. 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est bon, ça marche ? Oui. Alors, écoutez, présentez-vous et en quelques mots, est-ce que vous pouvez déjà nous donner un petit ressenti sur ce que vous avez ? Bonjour à tous, Xavier Morin, dirigeant de la société Excellus, qui propose une solution de télémédecine mobile à destination de tous les professionnels de l'urgence, donc sans distinction. Donc je vous remercie pour cette introduction. Est-ce qu'il y avait une question particulière ou c'était simplement une réaction sur c'était surtout sur le côté controversé et la place des ambulanciers sur le terrain, si vous aviez déjà quelque chose à ajouter. Tout à fait. Alors, nous, on peut faire part de nos observations en tant que fournisseur d'une solution de télémédecine qui a vocation à améliorer la collaboration entre les professionnels de terrain et les médecins régulateurs de SAMU. Donc effectivement, on a un certain nombre d'ambulanciers aujourd'hui qui utilisent cette solution. Donc je rejoins complètement ce que disait Madame au début. Nous sommes arrivés au moment où vous parliez. Effectivement, ce type de solution parle énormément aux personnes qui ont envie de s'investir sur l'urgence. Donc il y a un premier point qui est très clair, c'est que, et ça rejoint aussi votre réflexion sur la formation, c'est qu'avant tout, c'est la motivation aussi de la personne intrinsèquement. Est-ce que j'ai envie de faire de la prise en charge d'urgence, etc., et d'aller au-delà du transport. Donc les premières sociétés qui se sont équipées, ou les premières équipes qui ont utilisé ces solutions, avaient cette envie de faire plus d'urgence et de valoriser leur savoir-faire en termes de prise en charge et de profiter de ce type d'outils justement pour les valoriser. J'ai été sensible aussi par rapport à la formation, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement on était aux États-Unis en début d'année, on a beaucoup échangé avec divers professionnels de l'urgence sur la formation. Donc, comme vous le savez, il y a 4 niveaux de formation entre l'IMT de base et le paramedics. En fait, il y a un gouffre en termes de savoir-faire, de compétences, etc. Et on peut comprendre les frustrations que peuvent avoir certaines personnes. Ce que vous disiez sur le fait que certains sont frustrés de faire seulement 105 heures sur la partie urgence, là où d'autres, pour eux, comme vous disiez, vivent un calvaire. Donc effectivement, il y a la nécessité de pouvoir offrir tout un panel de formation pour encore une fois, que l'individu qui a envie d'aller plus loin sur l'urgence puisse obtenir satisfaction. Et voilà.
Alors justement, mais tiens, on va en parler, puisque ça a l'air d'être un objet de discussion, cette envie intrinsèque à la personne, puisqu'on sait qu'effectivement, tous les transporteurs sanitaires ne veulent pas faire de l'urgence. Est-ce qu'il n'est pas là le premier problème, puisque si les ambulanciers ressentent qu'ils sont parfois pas les bienvenus sur le terrain, ou en tout cas sous-utilisés, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'on considère que certains ne veulent pas faire de l'urgence ? Qui peut prendre la parole ? Allez-y. Moi, ce que je dirais, c'est que ce que j'ai vu à travers tout mon travail, c'est qu'il y a effectivement un problème d'image et que, par exemple, on a Pôle emploi qui peut drainer vers les formations d'ambulanciers parce que ce sont des formations courtes. Certains sociologues appellent ça des formations thérapeutiques, c'est pour soigner le chômage. Ils drainent des personnes qui ont une image un peu qui ne correspond pas à la réalité du métier d'ambulancier. Donc déjà, faire connaître ce qu'est un ambulancier, faire connaître les différentes facettes du métier, ça permettrait de drainer vers la formation aussi des personnes qui seraient intéressées si elles savaient. Donc il y a un problème de pré-information, en fait, c'est ça? Moi, je pense qu'il y a un problème de méconnaissance des métiers de chacun. Hein. Pareil, les personnes ont en tête qu'est-ce qu'un aide-soignant, mais c'est une image vague. Ils ne s'imaginent pas que l'aide-soignant, effectivement, il a un rôle qui va être quand même sensiblement différent selon qu'il travaille dans un service d'urgence ou dans une maison de retraite. Pareil pour les infirmiers. Moi, je pense qu'il y a un problème de méconnaissance des métiers et de méconnaissance aussi entre les uns et les autres. Au sein même de la profession, vous au sein même du système de santé, en fait. D'accord. Donc une meilleure connaissance permettrait de drainer, je pense, beaucoup plus de personnes qui seraient intéressées par cette activité d'urgence. Notamment, il y a des sapeurs-pompiers volontaires, il y en a beaucoup qui sont aussi ambulanciers et qui sont passionnés par l'urgence. Et l'activité plus classique, ils aimeraient bien la délaisser. Et d'autres, c'est l'inverse. Ils veulent vraiment pas... effectivement, je pense que c'est une souffrance, l'urgence et toutes les mises en scène qu'il doit y avoir. Et c'est pour ça que la question de la formation et dire on fait ou on fait des modules différents, je ne sais pas, il y a peut-être toute une formation à repenser pour que chacun trouve sa place. Sa place et ses envies. Et puis, pour permettre d'avoir un système, alors si on parle que des ambulanciers, un système ambulancier où il y a les compétences au niveau géographique, les compétences là où elles doivent être. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas besoin d'une entreprise d'ambulance en milieu rural, par exemple, où tous sont à la pointe de l'urgence, où ils sont 30 dans l'entreprise et tous sont à la pointe de l'urgence. Non, il y a besoin à la fois de transport classique et à la fois de transport sanitaire d'urgence. Et si on arrive à avoir des gens à la fois... des gens qui ont été formés au transport plus sanitaire classique, etc., parce que l'urgence ne les intéresse pas, et à la fois toute une équipe qui assure justement la continuité du service d'urgence dans cette entreprise et qui est à la pointe au niveau de l'urgence, puisque le problème, c'est la formation continue. Quand on n'a pas de formation continue, on finit par un peu perdre confiance. Il faut une véritable volonté. Et c'est vrai que dans certaines entreprises, certains sont quand même frustrés, parce que j'en ai rencontré des ambulanciers frustrés. Certains sont frustrés parce qu'ils aimeraient bien avoir de la formation continue. Or, dans l'entreprise dans laquelle ils sont, il n'y a pas de volonté véritablement de formation continue. Ça tient aussi beaucoup aux dirigeants de la société lui-même. Oui, il faut une politique volontariste. Voilà, et ce n'est pas les salariés qui décident de ça. Et ils peuvent être frustrés aussi quand ils vont sur une urgence avec un collègue qui a peur de l'urgence. Et parfois, c'est compliqué sur le terrain. Donc, il y a une frustration aussi à ce niveau-là. Donc, il y a quand même une frustration... des ambulanciers, à mon sens, pour ceux qui véritablement s'engagent dans l'urgence et qui, sur le terrain, parfois, peuvent avoir un peu honte des collègues qui, eux, ont peur de l'urgence, qui, eux, ne s'intéressent pas à l'urgence, puisque là, il y a quand même une plus ancienne génération d'ambulanciers et il y a une plus nouvelle. Et ils n'ont pas tous les mêmes aspirations. Alors, Antoine Pereira, je vous voyais acquiescer, donc vous avez peut-être... Non, c'est par rapport à la formation, mais c'est vrai ce qui est dit. Les patrons, souvent, n'envoient pas les employés en formation, alors qu'il y a une obligation d'une trentaine d'heures ou 40 heures par an.
Nous, au niveau de la FACH, on organise des journées d'études et de formation chaque année. Là, c'est au mois de mai à Strasbourg, mais c'est rare quand on a un ambulancier privé. Très rare. Sur 250 à 300 personnes, il y a 1 ou 2, pas plus. Il est là donc les autres... Allez-y Thierry Schifano. Il est là le problème d'image notamment aussi. L'image, je l'ai dit, on ne va pas y revenir toute la matinée. Ça, c'était avant. Effectivement, ce qu'on constate clair, c'est que l'ensemble de la filière de santé, y compris nos amis sapeurs-pompiers, ne peuvent pas continuer comme on a fait ces 30 dernières années. Soit on se dit, eh ben, écoutez, on fait l'autruche et on continue, et puis il ne va rien se passer. Soit on décide de prendre les rênes en main et on essaie de construire sur les effets négatifs qu'on a eus ces 30 dernières années, de façon très claire. Premier point, c'est que, déjà, vous parlez tous d'attirer notre métier. Pendant des années, on disait, mais les gens ne viennent pas faire le métier d'ambulancier parce que c'est l'esclavagiste. Un turnover énorme. La profession s'est prise en charge en 2000 à créer un accord social historique et il évolue au fur et à mesure. À l'intérieur, la formation continue, elle y est. C'est déjà inscrit à l'intérieur. Donc, il suffit seulement de l'appliquer. Première démarche. Seconde démarche, nous avions une difficulté avec les centres de formation, c'est que le CCA était fait par des gens des CESU, mais qui n'étaient pas ambulanciers. Ils faisaient une formation par rapport à ce qu'ils imaginaient du métier d'ambulancier. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que sur le territoire français, il y a le transport sanitaire grande famille, avec des départements. Département de l'urgence hospitalière, département des transports sanitaires en ambulance, transport secondaire, transport médicalisé secondaire, transport assis. Ça, c'est notre activité au quotidien. Par contre, tout est flou, tout est mélangé. Donc, effectivement, il faut qu'on puisse prôner cela pour pouvoir modifier notre comportement. La formation est au rendez-vous. L'autre élément, c'est que souvent les gens venaient par chez nous, pas par choix, hein, par dépit. La placière de la NPE, ah, vous aimez conduire, vous avez vu votre mère, vous ferez ambulancier. Ils n'avaient rien à cirer s'il était ambulancier ou pas. L'important, c'était que la personne de la NPE était dans ses compteurs, elle avait enlevé un chômeur pour le mettre en formation. Voilà ce qui se passait. Première réforme avec le DEA, on a demandé à ce que tous les salariés qui viennent en formation aient un stage de découverte d'1 mois et que l'ambulancier, chef d'entreprise ou le tuteur de formation s'engage en disant ce salarié peut être ce stagiaire peut devenir ambulancier. Il était écrit que s'il n'y avait pas de signature de stage, les gars ne pouvaient pas faire sa formation. Mais là aussi, il y a des rives humaines. J'ai vu des bulletins signés. Ça peut être un très bon ambulancier, mais pas chez moi. Tout ça parce qu'il n'a pas le courage de dire que le gars n'a rien à faire dans notre métier. Il m'aurait dit, si nous ne nous prenons pas en charge, si nous ne nous prenons pas en main, et qu'on attend que ce soit Pierre Paul Jacques qui le fasse, ça ne fonctionnera pas. Donc pour revenir un peu à cela, donc effectivement, vous m'avez bien entendu, dans notre famille du transport sanitaire, il y a 3 départements. Le département de l'urgence hospitalière, le département du transport sanitaire primaire et secondaire, et le transport assis. Il faut que dans ces entreprises-là, les choses puissent aussi évoluer. Pourquoi je vais obliger à une entreprise de faire une garde alors que le gars a bien compris qu'économiquement, il n'y a aucune rentabilité et qu'il n'y a que des contraintes, que des côtés négatifs, pour peut-être quelques sorties. Mais ce quelques sorties est surtout dans la mémoire passée. Effectivement, les gens n'avaient pas de relations comme nous avons. On voit bien que l'environnement économique n'était pas celui qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cette confiance se prend du terrain, on commence à évoluer. Et quand je vois nos amis de Nantes, le nombre de missions qu'ils font avec tout ce qui se produit, ben on voit bien qu'on a des pistes. Et ça peut être une voie. Par contre, je ne suis pas favorable en disant il y a une seule voie en France. Je crois qu'on doit avoir des voies par région et par secteur, parce que tous les secteurs ne sont pas les mêmes. Une fois qu'on a commencé à préparer cela, on met en place les réponses. Et effectivement, ça ne fera que sur du volontariat. Puisque du moment lorsqu'on est volontaire, et je le vois lorsqu'on a des salariés qui vont faire des missions chez les sapeurs-pompiers, mais ils donnent beaucoup plus de production parce qu'ils sont volontaires, ils poussent, ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes qu'un des salariés. Donc là, il faut qu'on puisse le travailler. Et effectivement, ce volontariat peut nous permettre d'évoluer. Donc on voit que l'entreprise peut choisir. Et là, à ce moment-là, on crée un maillage national, parce que n'oublions pas qu'on a un maillage exceptionnel sur le plan de transport sanitaire en France, et ça, il ne faudrait pas le détruire. Une fois qu'on refait ce maillage sur un plan volontaire, à nous de le faire savoir. Mais pas besoin de le faire savoir au grand public d'un premier temps.
Simplement, dans notre relation entre le centre 15 et nous, cela suffit. Il suffit que les médecins régulateurs prennent confiance pour le faire et y arriver. D'où la place, effectivement, des actes de télémédecine, puisque ça fait partie aussi de notre évolution pour pouvoir mettre tout ça en fonctionnement. Alors, attendez, j'ai juste une question du public. Alors, bonjour, excusez-moi, je me présente tout d'abord, Patrick Hugh, assistance ambulance à Nantes. On se connaît, tout ce qu'on en est là. Tous les ans, c'est à peu près la même messe, Thierry. Faut être sérieux, quoi. Ça fait 30 ans que notre département est atypique. Ça fait 30 ans que nos instances nationales ont plutôt tendance à nous mettre la tête sous l'eau. Je te rappellerai quand même le congrès de l'année dernière, où notre première table ronde commence avec des médecins SDIS, des médecins SAMU, des colonels sapeurs-pompiers. On nous a... La profession, quand même... Vous ne nous avez pas trop aidé pour mettre en place ces tables rondes. C'était très limité, ça dérangeait un petit peu. Notre système en Loire-Atlantique, oui, il est particulier. On nous parle du 44 tous les ans, etc. Vous dites, on doit avancer sur l'organisation, etc. Tout existe, ça fait 30 ans qu'on le fait. Ça fait 30 ans que dans ce département atypique, mais qui reste français quand même, donc je pense que ça peut être développé au national. Les derniers rapports de l'IGAS montrent que notre système n'est pas onéreux. On est un des 4 départements les moins onéreux de France par coût de transport sanitaire par habitant. On a très peu de carences, 1,34%, moins de 500 carences annuelles. On peut parler de la loi de finances 66. Tu vas me dire où ça en est dans la Haute-Garonne. Je pense que le taux de carence du 31 n'est pas le même. Voilà, c'est une question de bonne volonté. Alors la formation, oui, on a une formation de base, mais cette formation, on doit la faire évoluer. Alors on a été voir ce qui se faisait ailleurs. Eh bien, on a vu comment fonctionnait le PHTLS. Eh bien, au sein de nos entreprises, maintenant, nous avons des instructeurs PHTLS. On a été travailler sur la MLS. La formation continue, ce n'est pas une question d'obligation, c'est une question de bonne volonté. Nos entreprises en Loire-Atlantique ne sont pas moins rentables. Je pense que les ambulanciers, il y a peu de turnover, hein, c'est surtout ça, parce que le premier investissement dans une entreprise, ça doit être le salarié. Hein, moi, je n'ai pas du tout intérêt à ce que les gens s'en vont, c'est très clair. D'ailleurs, ils sont heureux d'être là, ils font des démonstrations, ils expliquent leur métier. Et si on regarde bien, mais regardons le maillage qu'on a. On dit, alors Laurent, je respecte énormément le travail qu'il fait, et là on est un petit peu en désaccord, mais je le comprends parce que où il exerce, c'est pas le même schéma, mais on a intérêt justement à emmener l'ensemble de la profession vers ça. On a un maillage territorial extraordinaire, mais à partir du moment où on ne fait pas la différence entre ce qu'est la garde préfectorale, ce qui correspond à la permanence des soins, et l'urgence préhospitalière, on n'y arrivera pas. Je suis désolé Thierry. La garde, c'est un délai de 30 minutes, etc. Ça ne peut pas être de l'UPH. L'UPH, c'est un départ immédiat. On le voit, nous, dans notre département, à travers la géolocalisation des moyens. C'est le véhicule le plus près qui est envoyé. Et, alors, parfait, docteur, on se connaît aussi. Parfait, le maillage des sapeurs-pompiers, il est extraordinaire. Pas de problème. Mais on parle de caserne. Là, je vous parle de véhicules prêts à intervenir. Qu'ils soient blancs ou rouges, je m'en fous. C'est le patient qui prime. Je ne vais pas vous raconter des histoires de chasse, parce qu'on en a tous, mais il y a la semaine dernière, en Loire-Atlantique, le médecin hospitalier régulateur a une détresse vitale, il a le réflexe, il regarde, parce que maintenant avec les systèmes informatiques, c'est parfait, il voit qu'il peut avoir une ambulance à 4 minutes. Il engage ce véhicule. Dans les arrêts que nos équipes ont récupérés, ces arrêts sont souvent, dans les derniers, à plus de 40 km de notre base, parce que c'est le véhicule le plus près qu'on envoie, c'est ce maillage-là, et on l'a, Et bien moi, je vais vous dire, le meilleur ennemi pour notre profession, ce sont nos syndicats nationaux qui ne nous aident pas. Je suis désolé, Thierry. Et les rapports, ils sont là. Les rapports, ils sont là. Alors, attendez. On va prendre le temps de... Attendez. Non, attendez. Finissez rapidement. Non. On va quand même essayer de donner la parole aux invités. Mais les rapports, ils sont là. En plus, vous avez tout l'après-midi. Vous êtes avec moi cet après-midi. Oui, mais justement... vous aurez largement le temps de le redire. Moi, je ne suis pas un orateur. Je vis mon métier. Je suis le cul dans l'ambulance. Allez, alors, qui veut répondre? Et après, on continue. Allez-y, je vous en prie. Je ne vais pas répondre, mais je vais dire un mot, parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui sont intéressantes. On parle de l'urgence, on est bien d'accord. Donc je ne vais pas revenir sur le... Et c'est bien d'avoir fait la distinction. Hein. Je pense que c'est très bien d'avoir fait la distinction entre l'urgence préhospitalière et puis une garde qui correspond à quelque chose qui est assez différent.
oui à la géolocalisation, oui à une vraie gestion opérationnelle des ressources. Voilà. Et ça, je pense qu'on en manque. Alors je sais que le 44, je ne vais pas revenir dessus, hein, on le cite souvent, mais le problème quand on cite souvent un département, c'est qu'ailleurs, il doit manquer quelque chose. Parce que sinon, on en citerait régulièrement différents. Voilà. Dans nos organisations opérationnelles, on n'imaginerait pas qu'on se dise, tiens, je cherche quelqu'un, leur attend, qui c'est qui est dispo, machin, t'es dispo, truc, machin. Non. Aujourd'hui, partout, personne ne comprendrait que les services publics, on n'est pas parfait. Hein. On a plein de défauts, on peut dysfonctionner comme tout le monde, ça nous arrive aussi. Mais on essaie d'avoir un système où on a effectivement une couverture territoriale, c'est le plus compliqué, et puis surtout un système intégré où à partir du moment où à tel endroit il y a tel besoin, on sache, et les ordinateurs nous permettent de le faire, en un quart de seconde, qui est-ce qui est le mieux placé. Sauf que moi, ce que je ne comprends pas, et là, je une tribune, donc je vais le dire. Moi, je ne comprends pas que partout en France, on n'ait pas des coordinateurs ambulanciers. Ça, je ne le comprends pas. Et nous, les sapeurs-pompiers, on ne le comprend pas. Et on voudrait tellement, je ne sais pas les statistiques, je ne sais pas combien il y en a en France, on ne comprend pas qu'il n'y ait pas partout un coordinateur ambulancier. Et moi, je vais vous dire, le coordinateur ambulancier, on voudrait bien l'avoir à côté de nous, sur des plateformes uniques. Et ça, je le dis fortement, c'est un message qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est un message qu'on dit depuis plusieurs années. Je ne comprends pas ceux assez nombreux qui s'opposent à ce qu'on rapproche les plateformes opérationnelles des services d'urgence. Voilà. Il y a des gens qui m'expliquent depuis des années, qui écrivent, qui expliquent que c'est une fausse bonne idée et qu'on est tellement mieux quand on travaille dans son coin. Quand on veut répondre à l'urgence des citoyens, qu'on veut répondre avec les services qui soient publics ou privés, parce qu'on a besoin des deux. On pourrait parler aussi des médecins libéraux, ce n'est pas le sujet de la table, mais on trouverait des choses très comparables. Eh bien, il faut au moins gérer ça ensemble, le gérer de manière coordonnée, à une échelle adéquate, puis au niveau du canton, etc. Au moins à une échelle départementale, peut-être même plus, je ne sais pas, mais en tout cas au moins départementale, le gérer ensemble. Donc, moi, je rêverais, et beaucoup de mes collègues rêveraient, dans nos centres de traitement d'alerte, nos centres opérationnels, d'avoir à nos côtés les autres réponses, parce qu'on n'est pas les seuls à apporter les réponses, les autres réponses disponibles, et tout ça, tout près, effectivement, du médecin régulateur du 15, qui fait un autre boulot aussi, dans les mêmes locaux. C'est dans le cas dans 15 départements sur 100 en France. C'est inacceptable. Ça devrait être le cas partout, et on travaillerait beaucoup mieux, parce qu'on a tous besoin des uns des autres, sauf que quand le départ, c'est « allez, tiens, j'envoie les pompiers, parce que c'est sûr que ça va partir », eh ben, c'est souvent dommage. Voilà. Des plateformes uniques et des coordinateurs ambulanciers à côté de nous. C'est comme ça qu'on pourrait mieux travailler, je pense. Alors, Cyril Deharbe et ensuite Thierry Skiffen. Oui, alors tout d'abord, j'aimerais bien remercier Patrick qui a mis le doigt là où malheureusement ça fait mal. Et il a entièrement raison. En fait, j'entends votre discours sur le coordinateur. Je vous rappelle quand même qu'on a, et je suis tout à fait votre avis, on a quand même un référentiel. On a ce référentiel où il est dit que normalement, il y a depuis 2009, il devrait y avoir des coordinateurs dans les salles. Et c'est une volonté. Alors, on cite souvent, c'est vrai, le 44 par rapport à leur exemple, mais Patrick est un patron de société et on peut en avoir partout. Si lui réussit avec une formation et qu'il a une volonté, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, de mettre en avant ses salariés pour une formation, d'aller voir même ailleurs pour pouvoir les former de plus en plus, c'est que c'est possible. On devrait avancer, je pense, dans ce sens-là, et c'est complètement possible. Et comment c'est possible alors ? C'est possible pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont mis en place la géolocalisation, qui est effectivement très peu suivie sur le territoire national, et ils arrivent à répondre à l'urgence, et il est vrai également qu'ils répondent pour une alerte et une personne en détresse. Il faut bien se souvenir que la personne en détresse qui est derrière, il lui faut une réponse. Et la réponse, la première, qu'elle soit blanche, rouge, bleue ou ce qu'on veut, c'est la détresse du patient. Si on a une ambulance qui passe dans le coin et qui peut répondre à cette urgence, nous avons la formation pour, nous avons le matériel pour, on peut très bien intervenir et pouvoir justement aider cette personne, peut-être même la sauver, pour une histoire de temps et de délai. Il est vrai également qu'on a un problème entre la garde préfectorale et les gardes de jour qu'il existe.
Et ça ne fonctionne pas. On a un gros dysfonctionnement, mais si un patron arrive à le faire, c'est que d'autres peuvent le faire. Il suffit de la volonté, et il suffit de mettre en place les lois et les textes qui sont déjà très anciens. Thierry Schifano et ensuite Laurent Facon. Moi, j'entends ce que tu as dit, Patrick, mais à part ta dernière phrase que je ne cautionne pas, bien évidemment, puisque je ne peux pas avoir ta vision locale de ton entreprise sur le plan d'une fédération nationale sur lequel je dois avoir une vision à 360 degrés sur l'intégralité du pays avec les différences que nous avons. Néanmoins, c'est là où je pense qu'on a un problème de communication, c'est que ce que tu as exprimé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec d'autres mots. Je n'ai pas de difficulté avec ça. La seule différence, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens volontaires pour pouvoir aller au combat. S'il n'y a pas de volontaires, s'il n'y a pas de gens pour le faire, ça ne peut pas marcher. Et aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule piste et pas qu'un seul fonctionnement. On a 95 départements, on a 14 ou 15 régions, donc ça vient la preuve qu'on n'est pas tous pareils. Donc il faut arriver à le modifier. Et ça, là-dessus, nous le modifierons. Par contre, à un moment donné, c'est que, Patrick, juste un autre point, c'est que, effectivement, le personnel est important. C'est 60% de notre fonctionnement. Il était clair que c'est ta priorité et notre priorité. C'est pour cette raison-là qu'on s'est engagé sur le plan social pour arriver à trouver les points d'équilibre qui puissent fonctionner. Là aussi, on ne veut pas qu'il y ait de turnover. Je pense que mes propos n'ont pas été compris. Donc on se bat pour ces fonctionnements-là et on essaie de les pousser. C'est-à-dire, ne nous trompons pas de cible. Maintenant, quand vous dites le coordinateur ambulancier, c'est évident, je l'ai écrit. On ne va pas revenir dessus. La seule nuance que j'ai avec vous, c'est qu'aujourd'hui, je dis qu'aujourd'hui, avec les moyens de numérisation que nous avons, on peut être ensemble de façon virtuelle. D'accord ? Pourquoi être tous dans la même salle ? Ça sert à quoi ? Non, mais attendez, chacun son point de vue. Allez-y, Cyril Deharme. Si c'est de dire tous... Allez-y, attendez. Soit il y a Non, je suis pas d'accord. Je ne vous ai pas coupé quand vous parliez, donc je vais continuer à quand même parler derrière. C'est qu'à un moment donné, il faut un coordinateur ambulancier, oui, qui soit en fonctionnement, oui, et aujourd'hui, je dis que virtuellement, il peut être ailleurs que dessus. D'ailleurs, j'ai vu des rapports du SAMU de France qui disent oui aux salles virtuelles. Revenons avec notre métier, restons pas avec 10 ans en arrière. C'est pas moi qui le dis, c'est le SAMU de France. Il a bien dit, prenez sa déclaration, et vous étiez co-signé. On a en France, dans chaque département, comme vous le disiez, des centres d'appel. Ces centres d'appel sont gérés, et je rejoins le médecin qui est à côté de moi, qui fait partie des sapeurs-pompiers. On a un maillage territorial où, en fait, le centre des appels devient le commandement de tout. Ce centre des appels, où on a des armes, des assistances de régulation médicale qui sont là, ont en direct la personne qui appelle et peuvent très bien redonner très rapidement les informations au coordinateur ambulancier qui serait dans la salle pour pouvoir faire intervenir les ambulanciers qui sont à la géolocalisation, etc. Ça demande vraiment du matériel informatique, etc. Et on aurait un maillage dans chaque département avec les sapeurs-pompiers, le SAMU et nous, et on pourrait répondre vraiment à l'urgence préhospitalière et également à la garde afin d'intervenir le plus tôt. Je pense que des délais, si on délocalise justement ces coordinateurs-là, il n'y aura pas assez de réflexes tout de suite dans la salle et pouvoir coordonner le tout. Alors, c'est votre vision des choses. Admettez qu'aujourd'hui, des expérimentations ont été mises en place avec des plateformes virtuelles et ça a le même rendement. La problématique, elle n'est pas là. C'est-à-dire comment après l'effecteur est sur le terrain, il fonctionne. Je n'ai jamais dit qu'il fallait avoir 30 minutes pour aller à l'intervention. J'ai toujours écrit qu'il fallait un départ immédiat. Et j'ai toujours fait la différence entre la garde départementale et l'urgence préhospitalière. Pour preuve, dans les documents que je signe, je parle de passer en H24 dans une organisation. Mais ce qu'on oublie tous là, c'est qu'à la différence de nos amis sapeurs-pompiers, sur lesquels ils ont quelques problèmes financiers, que nos amis peuvent avoir quelques problèmes financiers. Nous, on est exactement pareil. Économiquement, il faut que les entreprises puissent vivre. Donc on dit comment on organise. Si on n'est pas capable de mutualiser, de trouver des gisements et de fonctionner, dites-moi ce qu'on fait. Si c'est pour se faire... Mais tu as raison. Tu as raison. À la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es du côté de l'assurance maladie, on te dit, monsieur, ça vous coûte 90 millions d'euros pour 2,6 missions par nuit. Faites le montant de l'addition, vous allez le voir.
Néanmoins, les démarches évoluent, et je vous signale qu'il y a eu un accord qui a été passé, pas plus tard que la semaine dernière, sur le changement de cette règle. Vous allez le recevoir dans vos courriers incessamment sous peu. Attendez, vous croyez que les choses sont faciles? Vous oubliez quand même la situation du pays? Vous vous rendez compte d'un niveau où nous en sommes? Soit on est un véritable déficit, il faut qu'on trouve de nouveaux modèles économiques pour que ça puisse fonctionner, mais n'attendez pas que le Père Noël vous envoie un chèque, hein, ça n'existera plus. Donc il faut bien prendre en considération tous ces éléments-là pour construire l'entreprise de demain. Est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui qu'on finance une entreprise à 100% alors qu'on l'utilise qu'à 45%? Est-ce que c'est ça logique? Parce qu'il n'y a pas d'organisation. Parce que chacun veut claquer des doigts pour avoir un moyen de transport, mais il ne le paie pas. Le seul qui le paie, c'est l'assurance maladie, elle est aveugle. Et puis 2008, vous avez dit, attendez, c'est fini ça. Soit vous trouvez des voies d'optimisation et vous allez modifier votre comportement, mais moi je ne finance plus. Et pour preuve, regardez la métamorphose qui est en train de se préparer dans notre secteur d'activité, comme cette métamorphose se fait sur l'ensemble de la filière de santé. Alors, juste un mot. Je vois qu'il y a des discussions parfois enflammées, très intéressantes. On va prendre juste un peu plus de temps tout à l'heure pour les questions du public. Je vois qu'il y en a. Donc, je vais d'abord surtout donner la parole aux gens qui sont ici. Et ensuite, je reviendrai vers vous. On prendra une bonne vingtaine de minutes pour vous écouter. Ah, attendez, oui, 2 secondes. Je donne d'abord la parole à ceux qui sont là. Donc, Laurent Facon d'abord. Et je voudrais bien aussi avoir le regard de Sylvie Morel, qui, elle, a une vision un peu holistique de la chose. Voilà, allez-y. Et après, Patrick, je reviens vers vous. Je sors peut-être un peu du cadre de la formation pour amener 2 réflexions. La première, comment notre profession n'arrive pas à mettre en application nationalement ces textes. On a eu le référentiel SAMU Transport Sanitaire. Il existe le même, on parle du référentiel blanc, du référentiel rouge. Il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Comment ça se fait que quand un texte sort qui permet d'organiser notre travail, on ne soit pas capable de l'appliquer de Dunkerque à Toulon et de Strasbourg à Brest. Donc ça, c'est une réflexion globale. Je n'ai pas la solution là, mais c'est une vraie réflexion. Et deuxième chose, pareil, je sors un peu du cadre de formation, je m'en excuse, mais la deuxième chose, c'est on ne peut pas demander une mission de service public qui s'appelle le transport sanitaire urgent sans réfléchir au schéma économique. Et à partir du moment où on est avec les vieilles recettes du schéma économique, c'est-à-dire la facturation au transport, avec une obligation de PMT, donc toutes ces contraintes, sans compter les temps d'immobilisation quand un SMUR vient, sans compter le fait qu'on ne peut pas facturer quand c'est un décédé, quand le fait qu'on attend à l'hôpital pour faire admettre... Tant qu'il n'y aura pas un schéma économique et qu'on sera au raisonnement du transport, vous aurez dans les grandes zones urbaines des entreprises qui auront plus d'intérêt à faire du programmé que de faire de l'urgence. Donc il faut à un moment donné, si on veut que les ambulanciers fassent une mission de service public pendant un délai, qu'on leur crée un schéma économique rentable qui leur permette de le faire sans contrainte de nombre de transports et d'immobilisation. Sylvie Morel, et ensuite je reviendrai vers Patrick juste pour une petite intervention, Patrick. Alors, en ce qui me concerne, au niveau du schéma économique, j'ai pas été du tout assez dans les chiffres, puisque ma thèse n'était pas uniquement sur les ambulanciers, mais sur tout le champ de l'urgence sanitaire. Et j'ai entendu beaucoup parler de maillage territorial. Et en effet, la question de l'inégalité géographique dans l'accès aux soins d'urgence, c'est une question de maillage. Et comment utiliser au mieux les moyens dont on dispose, parce qu'on dispose de moyens. Et on dispose des moyens ambulanciers, on dispose des moyens des sapeurs-pompiers. Et c'est vrai que sur le terrain, il n'y a pas véritablement de guerre. C'est plutôt, comme on en parlait tout à l'heure, une guerre des chefs, et qui se traduit dans la presse, puisque c'est eux qui ont la voix, et qui ont la voix des journalistes. Mais si on est sur le terrain un peu plus, on constate qu'il n'y a pas toutes ces guerres sur le terrain, et que concernant les sapeurs-pompiers aussi et le secours à personne, ils ont leurs propres soucis, notamment d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires qui peuvent décaler en milieu rural en pleine journée. C'est un souci. Donc quand on a une entreprise privée d'ambulance où ce sont des professionnels, des salariés qui sont donc par définition, c'est leur job, ça permet de se compléter. Je pense qu'on est fondamentalement complémentaires et pas concurrents, mais le problème c'est que là-haut, c'est plutôt la concurrence. Et ça se traduit beaucoup dans les textes et beaucoup dans la presse
Et c'est cette image-là qui est fondamentalement donnée aussi à tout le monde, et ce qui est bien dommage. Et donc, concernant le problème de l'application des textes, c'est un problème qui n'est pas spécifique en fait au milieu de l'urgence. C'est un problème qui touche toute la société. Il y a combien de textes qui sont inappliqués, combien de textes qui remplacent un autre texte, mais enfin tout ça c'est un peu flou, et plus on a de textes, moins on les applique. Donc, concernant, je vais revenir sur l'urgence. C'est vrai que j'ai toujours entendu que l'urgence n'était pas rentable. Je ne me suis pas franchement intéressée à cette question, est-ce qu'elle était rentable, mais je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'il faut à un moment donné évoluer avec son temps, évoluer avec la société qui évolue, et penser à des schémas économiques qui permettent aux entreprises de vivre et de ne pas avoir à faire des choix entre programmé et urgence. Puisque la mission d'une entreprise, et donc du chef d'entreprise, c'est aussi de répondre à ses obligations en matière concernant le métier d'ambulancier, qui n'est pas que le programmé ou qui n'est pas que l'urgence, qui est aussi l'ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Patrick, très rapidement. Très rapidement. Bon, je pense que la Loire-Atlantique, on doit être sur une autre planète, parce que, voilà, très rapidement. Non, sérieusement. Le coordonnateur ambulancier, bien sûr, là, excuse-moi Thierry, mais pour moi, il faut qu'il soit au milieu de la salle. C'est très important. Il doit être à l'écoute, il doit sentir, il doit anticiper. Notre système fonctionne. Alors, on parle, je ne suis pas un patron, je suis un ambulancier, mais je ne suis pas tout seul. J'ai 95% des entreprises de Loire-Atlantique qui jouent ce jeu-là. C'est justement cette force. Et le coordinateur, par exemple, il est à l'écoute de la salle. Et on a, par exemple, nous, une zone littorale, l'été, qui peut être éventuellement un vecteur de carence. Eh bien, s'il voit qu'il n'a pas d'ambulance sur ce secteur-là, il va déclencher une autre entreprise et lui demander de déplacer son véhicule. C'est un peu le schéma du guet armé, parce que justement, en allant voir ce qui se passe à l'étranger, on s'est rendu compte que justement les véhicules ils fluctuent selon les mouvements de population. Et c'est le rôle du coordonnateur. Donc oui, il faut qu'il soit en salle, il faut qu'il sente. Et puis sur les exercices, par exemple, en Novi, il a toute sa place, il bascule en salle de crise, et on renforce la régulation, etc. On n'a pas de carence sur les plans Novi. Nos relations avec le SDIS sont bonnes. J'ai une convention avec le SDIS. Le lundi dernier, nous étions en repas avec nos collègues du SDIS. Une année, c'est nous qui les invitons. Une année, c'est eux qui nous invitent. On arrive à travailler ensemble. La bariatrie, on travaille en parfaite complémentarité. C'est la Loire-Atlantique, c'est un département français. Je ne vois pas ce qu'on fait d'extraordinaire. En tout cas, ça fonctionne. Le coût, ben oui, le coût, parlons-en. Aucune subvention. Nous n'avons jamais eu la moindre subvention. Nous sommes un département atypique qui se bat contre les subventions. La loi de finances 66, on s'est battu pour ne pas rentrer dedans. On s'est battu. Ou des autres départements se battent pour rentrer. Nous, on dit non, on veut conserver notre schéma et on arrive à en vivre. Donc, je ne pense pas qu'en Loire-Atlantique, il y a beaucoup de dépôts de bilan d'entreprises. On parle de gains de productivité parce qu'effectivement, on a aussi ce souci-là. Ben justement, on travaille sur l'interdépartementalisation. Une ambulance de Vendée qui vient déposer un patient à Nantes en consultation, qui est bloqué 2 heures, ce temps-là est bien productif. Eh bien, en passant ce véhicule disponible, il va pouvoir aller faire une urgence. Justement, moi, j'avais ces collègues-là qui me disaient « Oui, mais l'urgence, ça peut être que l'urbain. » Pas du tout, surtout pas. L'urgence, ça se gagne en rural. Elle se gagne en rural. C'est là, ce maillage-là. Et c'est le véhicule en mouvement. Et qu'il soit rouge ou blanc. Moi, dans la majorité des gars là, qui sont là, qui font les démonstrations, ils sont aussi sapeurs-pompiers volontaires. On a toute la même philosophie. La prise en charge du patient. Et moi, j'ai le rapport Morange, le rapport de l'ARS, le dernier rapport de l'IGAS montre que notre système est un des moins onéreux de France, avec une des meilleures couvertures. Mais on ne veut surtout pas le prendre en exemple, parce qu'effectivement, ça a beaucoup d'obligations derrière. Tant sur la formation du personnel, parce qu'effectivement, il faut un cahier des charges là-dessus. Il faut aussi un cahier des charges sur le matériel embarqué, sur le type de véhicule. Et notre système, parce que là aussi, comme tu dis, on est responsable des deniers publics, eh bien l'excédent, parce qu'on reverse 4 € par mission, et on n'est pas surpayé, c'est exactement les tarifs d'application, on reverse 4 € dans le pot commun, qui nous permettent, on a quand même embauché 4 personnes,
toujours sans subvention. On fait avancer notre système informatique. Là, on travaille avec, je pense qu'on va avancer avec la société nomadique, justement sur la télétransmission des données, etc. Enfin, voilà, il faut être vecteur. Et non seulement ça, mais sur les sorties hospitalières, parce qu'effectivement, il y a aussi cette partie, eh bien, on a mis en place, à travers nos propres données, récupérées sur le dos sur la partie urgence, une plateforme commune de régulation pour justement développer le transport partagé pour faire des économies à la caisse. Nous sommes bien conscients des deniers publics et du coût. Alors, voilà, ça peut fonctionner, je suis désolé, ça peut fonctionner. Ce qui doit fonctionner dans le 44 peut fonctionner dans les autres départements. Je prends l'exemple de la Gironde, 10 000 carences, nous moins de 500 carences. Subvention, pas de subvention. Bon, vous m'avez encore eu, c'était pas rapide du tout, mais c'est pas grave, c'était intéressant quand même. Cyril Dehar, vous vouliez oui, non, je revenais sur ce que disait Patrick sur l'optimisation des moyens. En fait, moi, je suis délégué régional, mais je suis surtout délégué départemental du 77. Et à Provins, justement, pour pas le citer, on a mis en place ce système où alors, on n'est pas sur de l'urgence préhospitalière, on est plus sur du programmé, où en fait une ambulance qui vient, que ce soit pour de l'urgence préhospitalière, que ce soit pour du programmé, qui vient extérieurement, hein, en interdépartemental, qui vient sur notre secteur, on a un logiciel, et où toutes les sorties qui s'affichent peuvent optimiser et dire, voilà, cette personne-là retourne, on va dire, dans un département limitrophe, admettons le 91, on regarde et le véhicule, le vecteur de secours qui est venu déposer son patient peut repartir avec ce patient. Et donc, effectivement, on a une optimisation des moyens et à ce moment-là, on rentre justement dans un financement qui est plus intéressant, certainement pour les sociétés d'ambulance. Cela vient d'une volonté, comme je disais tout à l'heure, vient d'un discours avec les différents CHU, CH, etc., et une certaine volonté des sociétés de transport qui veulent non plus faire du programmé avec un patient qui, on va dire, est un peu à lui, mais bien une optimisation des moyens, et à ce moment-là, on serait sur un autre schéma financier. Alors j'aimerais bien entendre Antoine Pereira et Patrick Hergen sur ces sujets. Vous êtes étonnamment silencieux depuis tout à l'heure, j'ai envie d'entendre... J'écoute. Toujours pareil, en étant faisant partie de la fonction publique, donc j'écoute ce qui se passe à côté. Et tout à l'heure, on a parlé de la Haute-Garonne, et c'est vrai que la Haute-Garonne, pour ceux qui ne suivent pas les actualités, il y a beaucoup de soucis avec les SP depuis quelques temps. Bon, ce n'est pas que le problème des ambulanciers privés, mais c'est vrai qu'ils crient au secours parce qu'ils ont beaucoup de sorties à cause des carences ambulancières, qui, je ne connais pas exactement les chiffres, mais je sais que depuis septembre, mais l'ARS, sur 20 ambulances qui avaient de garde, ils sont passés à 5. Donc, je sais qu'au niveau des SP, ils n'en peuvent plus. Encore hier, il y a eu pas mal de grabuges, je crois, sur la place Bellac à Toulouse et sur le parvis des urgences. Mais voilà, quoi. Depuis septembre, on est passé de 10 à 5 par l'ARS, quoi. Donc, c'est beaucoup de boulot. Et alors, pourquoi Pourtant, nous, on a une régulation. C'est pas un ambulancier, c'est un ARM qui est là et qui gère les moyens. Et souvent, je sais que moi, à partir de minuit, souvent, je suis à la régulation. Et bien souvent, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas d'ambulance. Alors, quel est le problème? Est-ce que c'est financier? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à la question d'Antoine Pereira? Allez. Je veux bien répondre. Là, on vient sur de la carence ambulancière. En fait, la réponse que je vais avoir va être très simple. La cause, elle est multifactorielle. En fait, comme disait Monsieur Schifano tout à l'heure, il y a certaines sociétés de transport qui voient une manne financière, peut-être parce qu'il y a un problème au niveau financier, c'est vrai, lors de la garde. Ils utilisent leur vecteur de secours pendant la garde pour faire des retours à domicile. Lorsqu'ils utilisent ce véhicule qui ramène donc un patient à domicile, ils se retrouvent avec un manque de moyens où ils ne peuvent pas répondre à cette urgence. Les textes aussi sont là pour dire que pendant une garde, on n'a pas le droit de faire de retour à domicile, pas le droit de retour programmé, parce que justement, on est dans cette situation.
Et ça c'est très important parce qu'on se retrouve en fait avec une carence sur un secteur parce que la société d'ambulance serait partie faire un retour à domicile. Alors, allez-y, Patrick Erdjen. Et... Je vais dire un mot sur les carences. Les carences, ça veut dire quoi? Ça veut dire on sait à l'avance qu'il n'y a pas besoin des sapeurs-pompiers pour aller faire une mission, qu'on est vraiment sur une mission de transport sanitaire urgent, mais pas nécessairement une mission de secours. Et sauf qu'on ne trouve pas. C'est clairement ce qu'on nous dit. Et donc on y va. Nous, ça ne nous intéresse pas de faire ça. Pas parce qu'on ne veut pas porter assistance aux gens, c'est pas la question. C'est que économiquement, c'est pas du tout rentable. Parce que comme c'est cher d'avoir un maillage territorial, de répondre assez vite en 13 minutes en moyenne partout en France, quand on nous rembourse 119 €, la réglementation fait qu'on nous rembourse 119 €, ça nous coûte beaucoup plus. Donc ça ne nous intéresse pas. Ça n'intéresse pas les finances publiques non plus, ça n'intéresse personne. Voilà. Donc je répète, nous, ce qu'on attend, ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, c'est qu'effectivement, quand on a une situation qui nécessite un transport sanitaire urgent pour lequel il n'y a pas forcément besoin d'envoyer la cavalerie des secours, et que vous, les ambulanciers, pouvez faire, que la ressource existe et qu'elle soit déclenchée. 2 mots encore, le coordinateur ambulancier, je sais que c'est dans la réglementation, mais je ne sais pas dans combien de départements ça existe. En tout cas, il y en a plein où ça n'existe pas. Et ne déversons pas toutes ces gestions-là uniquement sur des centres 15 qui n'en peuvent plus. Moi, je vais le dire, ils n'en peuvent plus. Les collègues du 15, les camarades du 15, ils sont saturés parce que c'est les points de convergence de toutes les carences. Mais il n'y en a pas que carences ambulancières, de toutes les carences d'offres de soins urgents. Et ils n'en peuvent plus. Et comment ça se traduit concrètement sur des choses toutes simples? C'est quand les appels, ça sonne 1, 2, 3 minutes, nous-mêmes, seulement pour les avoir. Ils n'en peuvent plus. Donc effectivement, il faut qu'on prenne les choses en main. Je pense qu'il faut que votre profession prenne les choses en main sur la question de ce que j'appelle le coordinateur. Alors mon voisin, il dit non, on n'est pas obligé de le faire au même endroit. En tout cas, il faut que ça existe et que ça marche. Moi, ce que je peux vous dire, c'est quand vous n'êtes pas au même endroit et quand on est en période courante, classique, les ordinateurs, ça marche très bien. Ça fonctionne, on fait du virtuel. OK. Quand on est en période de pointe, quand c'est chaud, je ne parle même pas de l'attentat. L'attentat, c'était une catastrophe. La plateforme n'était pas ensemble. C'était silence radio pendant 20 minutes. Mais même pas l'attentat. Juste les périodes un peu chaudes. Les épidémies de grippe, les week-ends, vous connaissez tout ça. Les ponts, etc. Ça ne suffit pas. Je suis désolé, on peut être en 2017. Le virtuel, ça ne suffit pas. Ça marche beaucoup moins bien. Voilà. Alors après, là où ça marche, c'est très bien, ça marche. Mais il se trouve que j'adhère pas du tout, et je le dis très clairement, absolument pas au discours SAMU de France qui dit oui, il faut faire des plateformes communes, mais surtout virtuelles. Hein. On s'aime beaucoup, mais à distance. Hein. Voilà. Non. Si on peut, on le fait ensemble. Bien sûr qu'on aura les outils, l'ordinateur, tout ce qu'on veut. Mais en plus, je serai comme vous. Voilà. J'aurais pu être sur un écran, vous faire de la visio. Moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Et surtout quand c'est la bourre. Et nos difficultés, elles sont pendant les périodes de pointe. Un coordinateur ambulancier, une réponse, et je vais finir en disant, je vous comprends très bien votre modèle économique qui ne vous encourage pas à faire de l'urgence. Hein. Moi, je vois je le vois de loin, mais je comprends très bien. Hein. Clairement, il y a sans doute quelque chose à faire. Que vous soyez là, avec un coordinateur, pourquoi l'arme, elle va passer X temps? Non, il faut se prendre les choses en main. Ne déversons pas toutes les carences, entre guillemets, toutes les difficultés sur le 15, parce qu'ils n'en peuvent plus. On a besoin d'un 15 qui répond. On a besoin d'un 15 et d'un médecin régulateur qui répond au public, mais il faut qu'il puisse répondre. Pas en 2, 3, 4 minutes. Donc ne déversons pas tout sur lui. Gérons nos gestions opérationnelles et laissons au 15 ce qui est le cœur de sa mission, c'est de répondre aux personnes qui composent le 15 pour avoir un conseil médical ou une réponse urgente. Et ne leur submergeons pas d'une gestion que nous devons prendre en charge, que ce soit nous les sapeurs-pompiers, vous les ambulanciers. Alors Thierry Skifel, vous vouliez intervenir et après on ira vous voir Cyril Dehar. Oui. Juste pour répondre, lorsque des ambulanciers font des retours à domicile dans le cadre de la garde départementale, c'est que l'ARS, l'assurance maladie, l'a voulu. Je parle bien de la... Top. Je ne t'ai pas coupé, je vais aller jusqu'au bout de mon propos. Dans tous les départements où les ambulanciers utilisent la voiture de garde départementale pour le retour à domicile, ça a été signé dans une convention, SAMU, convention assurance maladie, ARS. Néanmoins, après, il y a des petits loustiques qui utilisent le véhicule de garde pour faire autre chose.
Et je fais bien le distinguo entre les deux. Je ne vais pas partir d'une dérive pour dire que c'est une généralité. Et c'est là où toute la souplesse du système, c'est que dans certains endroits où il n'y a pas d'activité ou peu d'activité, pour trouver une rentabilité sur les montants qui ont été versés, la tutelle a souhaité qu'on utilise ce véhicule pour ses fonctionnaires. Si elle ne dit pas non, attends, je suis désolé, ne dis pas non. Je peux te montrer toutes les conventions qui ont été signées dans ce sens-là. Néanmoins, ça, nous le combattons parce qu'on dit que ce n'est pas logique. Il n'est pas normal qu'on utilise le véhicule d'urgence préhospitalière pour faire autre chose que l'urgence préhospitalière. Le deuxième élément que je veux aussi dire, c'est que si on parle de saturation du fonctionnement et de carence, c'est que je crois qu'on doit aller regarder le problème un peu plus loin qu'au niveau des transporteurs sanitaires ou des pompiers. Si la médecine de ville jouerait son jeu comme il doit jouer, on ne serait pas au niveau où on en est aujourd'hui. Parce qu'il y a une surcharge de l'intégralité de la filière, parce qu'il y a un des acteurs essentiels qui n'est plus au rendez-vous. Donc, tout ça, c'est des problématiques qui dépassent bien notre problématique du propre transport. Je ne suis pas favorable pour dire nous devons nous gérer nos problèmes. Moi, je pense que le médecin coordinateur doit prendre sa décision ou d'envoyer un moyen SMUR pour une urgence vitale, soit un moyen sanitaire, soit un médecin généraliste, soit un conseil. Par contre, dès lors qu'il a pris la décision d'envoyer un moyen sanitaire, la profession doit s'organiser pour avoir ses réponses en adéquation. Mais voilà notre position, notre fonctionnement. Et effectivement, sur le modèle économique, il y a une véritable problématique. Ce qu'on est capable de faire, qu'on est volontaire, qu'on est capable de pousser des éléments, on n'est pas capable de l'étendre sur l'intégralité du territoire et de l'imposer. Donc il faut vraiment que chaque élément peut se retrouver. Et je suis favorable à des modèles économiques spécifiques à chaque région, parce que les spécificités de région ne sont pas les mêmes à Paris, à Dunkerque ou dans le Briançonnais, ou en Bretagne ou ailleurs. Donc il faut qu'on puisse avoir ces adaptations-là, parce que ce qui nous a amené d'avoir tous le même modèle, ben on voit où on en est aujourd'hui. Alors, je vais donner la parole à Cyril Deharbes et je vous explique juste le programme. Il est 12h10. Pour vous donner quand même le temps de discuter, etc., on va donc faire avec vous Cyril Deharbes. Ensuite, je vous poserai une question finale à chacun. Vous pourrez prendre la parole chacun et ensuite on passera aux interventions du public. Ça nous laissera le temps chacun de nous exprimer. Cyril Deharbes, à vous. Alors, j'écoute beaucoup le discours de M. Schifano, qui a une volonté financière, et je le comprends très bien. Et je rappelle qu'une entreprise sanitaire a besoin d'argent pour pouvoir tourner et pour pouvoir effectivement payer ces gars qui tournent également. Cependant, je rejoins également les sapeurs-pompiers sur plusieurs faits. Le premier, il est sur la salle de régulation. Il est vrai que quand on est en salle de régulation, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve dans une salle. Cette salle, on sent ce qui se passe. Il y a quelque chose, il y a un problème. Si la personne est à l'intérieur, au milieu de tout ça, il peut très bien déclencher très rapidement les ambulances. Et ça, cette sensation-là, on peut la retrouver que dans la salle. On ne peut pas la retrouver en virtuel. On est l'un à côté de l'autre. Je suis à côté des sapeurs-pompiers. Voilà. Il se passe quelque chose, tac, on agit tout de suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est, et encore, sur le fait d'avoir une réponse, et je pense que M. Schifano oublie quelque chose, c'est qu'au centre de tout ça, on a des patients en détresse. Et ces patients-là, il faut qu'on leur apporte une réponse. Cette réponse-là doit être rapide, et hormis le plan financier, et on le voit très bien avec le 44 qui arrive très bien à se gérer. Donc, sur un plan national, il est complètement possible de faire ce que fait exactement Patrick. On ne peut pas dire le 44 est complètement à l'opposé aux États-Unis et dire que au niveau de la France, on ne peut pas le faire. C'est pas possible. C'est une volonté et je pense qu'on peut répondre à ça. Pourtant, on parle la même langue, on est dans le même pays. Mais je pense qu'entre nous, on a un problème de connecteur. Hein. Parce que là, je ne vous comprends plus. Parce que je ne vois pas où je suis en opposition avec vous. J'ai du mal à comprendre ça. Je dis simplement qu'il doit y avoir un modèle par fonctionnement. Ils font un système là-haut, pas de souci. Dans notre département, on fait plus de 50-60 000 interventions par an. Et on a un autre système qui fonctionne. C'est-à-dire, arrêtez de croire qu'il n'y a qu'un seul modèle qui peut exister de partout. On a des gros problèmes, rassurez-moi.
Mais attendez, mais on a quand même des dysfonctionnements, on est bien d'accord. Mais qui a dit qu'il n'y avait pas de problème? D'accord. Alors, regardons seulement Patrick qui sort avec 1, combien 1,34% de carence. Et alors? C'est bien. Mais attendez, quel est l'indicateur de 1,34 carence? Est-ce que vous avez regardé l'environnement? Vous avez regardé d'où ils partent, comment ils fonctionnent? S'il avait 10 ans d'avance sur les autres départements, laissez aux autres départements le temps d'y arriver. Laissez le temps de s'organiser. Vous souhaiterez. Et ça met combien de temps? Attendez, arrêtons. Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais je vous le dis clairement. Bon, on ne peut pas avoir un modèle unique sur le plan d'une nation. C'est pas possible. Et aujourd'hui, quand vous parlez de l'économie des entreprises... Patrick, il n'est pas là, mais c'est pas possible. J'ai pas dit que c'était pas possible. Je dis qu'il n'y a pas un seul modèle en France. Voilà ce que je dis. Alors, on va revenir à la question centrale de notre conférence, qui est donc la place des ambulanciers dans la chaîne de secours opérationnel. Et ce que j'aimerais savoir, donc la dernière question que je vais vous poser à chacun, c'est comment les ambulanciers peuvent prendre toute leur place, et je dis bien toute leur place, peut-être même avec un S, place, dans cette chaîne. Qu'est-ce qu'il faudrait, pour terminer sur une note positive, qu'est-ce que vous avez chacun à nous dire sur les bonnes pratiques à mettre en place pour que les ambulanciers trouvent toute leur place dans cette chaîne de secours? Sylvie Morel, si vous voulez bien commencer, on va suivre le déroulé. Alors moi, je n'ai pas la prétention d'avoir des solutions. Je pense que... Mettez bien le micro devant lui. Oui, voilà. Excusez-moi. Je pense qu'il y a un point sur lequel je vous rejoins, c'est qu'il y a des spécificités au niveau du département, il y a des spécificités culturelles, mais pour autant... je pense que c'est possible au niveau national de faire un véritable travail. Certes, il y a des particularités départementales, il y a d'ailleurs des départements frontaliers qui prennent un peu de la culture du pays germanique, par exemple. Et je pense qu'il faut une véritable analyse, qu'il faut, sur la base de cette analyse, moi, dans ma thèse, j'ai fait une toute petite partie, mais réfléchir à sapeurs-pompiers, ambulanciers, médecins urgentistes et comment chacun est complémentaire et comment on travaille avec chacun en respectant les compétences des uns et des autres. Donc ça veut dire qu'ils devraient se mettre tous autour d'une table et revoir un petit peu les prérogatives ils le de font chacun. déjà, même si les ambulanciers... Alors autour d'une grande table, alors. Dans ce que j'ai vu, en tout cas, concernant l'histoire, puisque j'ai fait tout un travail socio-historique, j'ai trouvé que les ambulanciers étaient très absents en fait, des débats. On leur dit de faire des choses, mais ils sont pas souvent autour de la table. On parle pas souvent d'eux. Et quand on veut un véritable dialogue pour trouver justement la place, pour répondre à votre question des ambulanciers dans le système, encore faut-il les inviter à la table et faire les choses avec eux. Allez-y, je vous en prie. Ah, pour moi? Essayez de déclencher des applaudissements. Déjà, essayez de voir avec nos différents interveneurs de tutelle qu'on soit bien reconnus et qu'on puisse appliquer les règlements qui ont été votés, que ce soit les statuts de catégorie active et composition des équipages. Je pense au niveau des formations aussi. Je sais qu'il y a certains départements où il y a des formations qui sont uniques entre les ambulanciers SMUR, ambulanciers privés et sapeurs-pompiers. Donc je pense au moins on sait de quoi on parle tous et comment on travaille différemment. Voilà, grosso modo pour moi, je vois ça comme ça, quoi. Parfait. Désolé de... Non, mais c'était rien. Merci. Monsieur Schifano. Moi, je dirais 3 points. Volontariat, innovation et modèle économique. De dire le rôle de l'ambulancier, il est déjà écrit. Le fonctionnement est là. Mon rôle est de travailler de façon complémentaire avec l'ensemble des acteurs. Chacun a son rôle à fonctionner pour y arriver. Mais voilà les 3 éléments clés qui nous permettront de retrouver notre fonctionnement. Et si quelque part on n'est pas à la table des négociations comme on l'exprime, c'est que peut-être on ne pèse pas le même poids que certains. Je trouve anormal que lorsque je viens parler du transport sanitaire, et ce n'est pas du tout une attaque envers mon ami Patrick,
On demande aux pompiers leur avis, au SAMU leur avis, à l'assurance maladie leur avis. Quand eux, ils veulent faire quelque chose, ils donnent avis à personne. Hein. Ils font, et puis ils mettent en place. Quand vous avez négocié la convention SAMU-pompiers, à aucun moment vous avez demandé l'avis des transporteurs sanitaires. Jamais. Ben, nous, c'est le contraire. Même pour les conventions de carence. Mais attendez, mais c'est pas que la... Je dis la même chose. Même pour les conventions de carence, les pompiers de SAMU s'entendent ensemble. Bien sûr. Solliciter les ambulanciers pour savoir s'ils sont capables d'en répondre ou pas. Donc on est complètement exclus. C'est pour cette raison-là que je souhaite avoir tous ces points que je vous ai parlé, du volontariat, de l'innovation et du modèle économique pour régler tout cela. Parce qu'on voit bien que c'est facile de tirer sur l'ambulance, c'est un verbe trop facile à la fois. Mais souvent, lorsqu'on fait la démonstration, que lorsqu'on s'organise, peut-être que la réalité est tout autre. Moi, je vois, lorsqu'on a mis des coordinateurs ambulanciers, sans rien faire, on a tombé 75% des carences. Mais on n'est pas sorti plus, hein. Simplement, c'est que les vraies missions étaient données. Combien de fois le SAMU dit carence et j'envoie un pompier parce qu'il a passé un coup de téléphone, ou peut-être pas, en disant mais je les ai à disposition, allez-y. Et puis on voit bien après les différences qu'il y avait dans tous les départements, les discussions pour savoir le paiement de cela. Organisons-nous. Et donc ça fait partie des éléments qui sont... Ne réinventons pas l'eau chaude parce qu'aujourd'hui, malgré qu'il n'y a eu pas de concertation entre tout le monde, mais on a défini le rôle de chacun. Chacun a son rôle. On doit faire de la complémentarité des uns et des autres pour arriver à se créer sur les éléments que je viens de vous évoquer. Moi, ça me va très bien ce qui a été dit. Et je vais rebondir là-dessus. Moi, je pense pas qu'il faut séparer celui qui décide et celui qui fait. Moi, je regrette beaucoup que les ambulanciers ne soient plus dans les conventions. Sauf que ce n'est pas nous, les sapeurs-pompiers, qui avons sorti les ambulanciers des conventions qui étaient tripartites pour en faire... Ce que je vais vous dire, c'est qu'en 2008, le dispositif qui a été mis en place par les pouvoirs publics, pardonnez-moi, par les deux ministères, santé intérieure, c'était de dire maintenant, c'est le SAMU qui va gérer tout ça. Donc le SAMU, il parle avec les pompiers, premièrement. Deuxièmement, le SAMU, il parle avec les ambulanciers. Mais vous, les pompiers, vous n'avez plus à parler avec les ambulanciers. C'est très clairement le cadre qu'on nous a posé. 10 ans après, ou presque, je trouve que c'est dommage. Voilà, je trouve que c'est dommage. Alors peut-être qu'on s'est trop laissé faire, peut-être qu'on n'a pas monté assez fort le son, c'est possible, mais en tout cas, je trouve que c'est très dommage. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui disent « toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça », et il y a ceux qui font. Il y a ceux qui commandent, et il y a ceux qui font. Et moi, je pense qu'à notre époque, ce serait bien que les gens qui assument une mission, qui ont la charge de la mission, mettent un peu leur grain de sel dans la façon dont on est organisé. Donc, je vais redire coordinateur, pardon, hein, je vais redire coordinateur, je vais redire avec les autres qui font, et pas que ceux qui appuient sur le bouton. Et je vais donner un exemple, je suis dans un département, dans le Nord, où, en 2016, on a fait 9000 interventions qui auraient pu être faites par un ambulancier, par une petite entreprise, par un artisan ou une petite entreprise. Moi, je suis dans un département dans le Nord où on sait très bien ce que c'est que la crise économique, que depuis la désindustrialisation, on l'a connue. Et je connais aussi ces gens-là, parce que je connais leurs représentants, et je connais certains d'entre eux qui souvent sont aussi en plus pompiers volontaires. Moi, je dis, quand on fait 9000 interventions qu'eux auraient pu faire, ça fait d'abord, je suis désolé, un modèle économique qui ne tourne pas très rond, parce que je pense qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Nous, comme je l'ai déjà dit, aucun intérêt à ce que les impôts soient utilisés pour des missions où ce n'est pas vraiment là où on est très utile. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi 9000 fois dans l'année, on nous a dit, les gars, il faut y aller parce que j'ai pas d'ambulancier. Exactement. Et ben moi, ce que je voudrais, c'est en être sûr. Je voudrais effectivement voir un coordinateur ambulancier et je voudrais effectivement que cette réponse-là, pour des gens qui ont besoin de travailler, qui sont des artisans pour la plupart, ou des petites moyennes entreprises, ils puissent le faire. Voilà. Coordinateur, près des autres qui travaillent. Et très clairement, pour nous, les plateformes, c'est 15, 18, même 17, mais c'est une autre histoire. Alors, avec les ambulanciers. Alors Thierry Schifano, et ensuite on reprend et on reviendra sur Sylvie Morel après. Et je vous donne la parole ensuite, vous inquiétez pas. Juste le point sur le coordinateur. Je suis d'accord sur le coordinateur. Par contre, lorsque le coordinateur est au sein
du centre 15. Que se passe-t-il? Nous payons le coordinateur, on n'a pas le pouvoir de fonctionnement. Et combien de fois ça arrive que le médecin, parce qu'il a quand même son aura, qui dit au coordinateur, tu me mets une carence. Eh ben, venez chez nous. Non, mais attends, viens chez moi. Viens chez moi. On a la même chose que toi. Tu viens travailler chez nous. D'où, comme on n'est pas capable de dire je viens chez toi ou tu viens chez moi, je dis qu'on se met virtuellement et l'autorité, la personne qui donne la carence, ce n'est que le coordinateur ambulancier et ce n'est pas le patron du SAMU qui vient l'imposer aux transporteurs sanitaires. Tout à fait d'accord. Donc, la virtualisation. Merci. Cyril Deharme. Patrick, venez chez nous, vous êtes les bienvenus. Cyril Deharme, sur les solutions. Alors, les solutions, pour nous, au niveau du CADSUF, elles vont être très claires. On a un manque de revalorisation du métier, dû au fait qu'on a un manque de publicité et d'éclaircissement de nos missions. On a nos missions. Un peu de silence, s'il vous plaît, dans le public, je vous donnerai la parole dans 2 minutes. Allez-y. On a nos missions qui ne sont pas, on va dire, données au public et ils ne connaissent pas nos missions. Là où je rejoins les sapeurs-pompiers, on a un problème aussi de coordination, comme j'ai dit tout à l'heure, et où je rejoins totalement. Et on a un manque d'application des textes. Les textes sont là, on a juste à les prendre et à organiser le référentiel transport sanitaire. Il est vrai également que dans la salle de régulation, on a des carences d'ambulance, dites d'ambulance, tout bêtement parce qu'on n'a pas fait appel à une société. Et normalement, la loi le prévoit, où le SAMU est obligé d'appeler un transport sanitaire pour que lui dise qu'il y a une carence. Et malheureusement, ça ne se fait pas. Or, le coordinateur de garde pourrait surveiller tout ça, et en étant dans la salle, comme disait monsieur Patrick, qui est à côté de moi, je ne me rappelle plus de votre nom, excusez-moi. Voilà. Qui est à côté de moi. Il est présent dans la salle et peut organiser tout bêtement. Et ça libère une arme en plus. Parce qu'il est vrai que l'arme qui est dans la salle ne peut pas prendre une liste complète de tous les transports sanitaires et appeler une à une en disant « Excusez-moi, est-ce que vous êtes là? Excusez-moi, est-ce que vous êtes là ?» Mais par contre, le coordinateur qui serait présent pourrait effectivement dire « Moi, je fais ce travail-là, je prends, allez, on va dire 2-3 minutes et pouvoir... appeler. Et effectivement, si là, on aurait une carence d'ambulance privée, on pourrait je vous donne la parole donner un autre vecteur de secours. Laurent Facon, pour terminer, je reviendrai sur Sylvie Morel très rapidement, et après, je vous donne la parole, promis juré. Alors, un constat et un point positif. Un constat sur la formation, il faut arrêter ce clivage intérieur-santé. Il y a un clivage à tous les niveaux de la formation. Personne ne se reconnaît. On se retrouve avec des infirmiers sapeurs-pompiers qui ne peuvent pas être formateurs FGSU, des formateurs FGSU qui ne sont pas légitimes. On n'arrête pas de nous opposer. Là, on devrait trouver des points de cohérence. Excusez-moi, une PLS en treillis bleu ou en blouse blanche, c'est toujours une PLS. On trouve les moyens de nous opposer. Si dès la formation, on n'est pas capable de travailler ensemble, comment ça peut se passer par la suite? En Belgique, quand il y a les formations BLS, dans la même salle, vous avez les gendarmes, les ambulanciers, les policiers, et tout le monde apprend les mêmes techniques. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de réflexion à faire là-dessus, sur comment la formation pourrait être un moyen de synergie. Et le deuxième point, qui est un peu un point positif, c'est, j'ai envie de dire, le meilleur est devant nous. C'est-à-dire qu'on parle d'ambulanciers à Secours Expo, yes, génial, tant mieux. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a pris conscience qu'on existait. C'est exactement pour ça que vous êtes là. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait cette journée spéciale ambulancier. Mais on ne devrait presque pas dire yes, tant mieux. Oui. Voilà. C'est-à-dire que... voilà. Donc, voilà, le meilleur est devant nous. C'est-à-dire que, en effet, tous les acteurs se disent, bah oui, on a tous besoin les uns des autres. Donc, j'espère que dans les prochaines éditions de Secours Expo, le transport sanitaire d'urgence sera vraiment au cœur de nos problématiques. Eh bien, on vous a entendu. Sylvie Morel, très rapidement, et après, je passe à la salle. Je vais rebondir sur le yes, tant mieux. Parce que je parlais tout à l'heure de poids des ambulanciers dans les négociations. C'est-à-dire que si on veut une place concrètement sur le terrain, sachant qu'il y a déjà une place sur le terrain, ce serait bien qu'effectivement, au niveau des ministères, on invite beaucoup plus les ambulanciers autour de la table et non pas simplement des syndicats qui ne représentent pas forcément
toujours toutes les facettes du métier, mais là, il y a par exemple le cas de SUF, effectivement, qui est assez récent à l'échelle de l'histoire des ambulanciers. C'est quand même un peu la première fois qu'il y a comme ça une mobilisation collective d'ambulanciers pour valoriser et faire connaître la profession. Et il faut espérer que le CADSUF sera invité autour des tables, en plus des syndicats plus traditionnels. Et quand on parlait de tirer sur l'ambulance, ce que j'ai remarqué au travers de mon travail, c'est très souvent, on parle des ambulanciers, on parle de maîtrise des coûts quand on parle du coût des ambulanciers, et c'est quand même bien dommage qu'on focalise comme ça sur ce que coûtent les ambulanciers, quand on voit le si peu qu'ils représentent dans le budget de la sécurité sociale. Je pense que, je pense que c'est tout simplement sans commune mesure avec ce que peuvent dépenser d'autres acteurs dans le budget de la Sécu. Donc ce coût est un peu trop mis en avant. Et je pense que c'est par rapport à l'ensemble du budget de la sécurité sociale, c'est ridicule. Et une autre chose, c'est que pour que les ambulanciers aient vraiment leur place dans les ministères, place dans les négociations, il faudrait aussi que certaines opérations de décrédibilisation cessent. Je pense notamment, là je vais être un peu plus dur finalement, au manifeste des sapeurs-pompiers en 2007. Quand on parle des dangers de la privatisation des secours et qu'on décrédibilise quand même publiquement les ambulanciers en disant qu'ils vont coûter cher et en disant que c'est une dérive, encore une fois, et que c'est dangereux pour la population puisqu'il va y avoir une privatisation de secours, je trouve ça dommage parce qu'il y a une opération non pas d'information, c'est une opération de communication et de désinformation en même temps. Et du côté, par exemple, du chantier des urgences de 2012, c'est pareil, on les cherche, les ambulanciers. On cherche comment le ministère de la Santé a pu mettre en place une politique sans parler des ambulanciers aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment tout un travail au niveau des ministères pour inviter vraiment les ambulanciers, pour que sur le terrain aussi, il y ait des textes qui s'appliquent, pour que tout ça ait un peu plus de cohérence, en effet. Allez-y, et après on passe à la salle. Je vais prendre 30 secondes, mais je vais répondre à madame quand même. En 2007, les pompiers, effectivement, la fédération a publié un manifeste. Je rappelle qu'à l'époque, dans beaucoup de départements, il fallait demander la permission. Les pompiers devaient demander la permission avant de partir faire un secours d'urgence aux personnes, parce qu'on était dans le mythe que seul le médecin régulateur du SAMU pouvait savoir si on avait besoin de nous. Bon. Effectivement, on a très clairement mis les pieds dans le plat et je pense qu'on a bien fait. Sur la privatisation des secours, notre discours, il est constant, il n'a pas changé. Il dit qu'on a besoin d'une part d'un service public, pour les raisons qui sont trop longues à expliquer ici, et notamment pour des raisons de coût, de maillage territorial et de péréquation. C'est-à-dire, en gros, il faut avoir un système qui fonctionne au quotidien pour pouvoir, en cas de crise majeure, avoir un service public qui existe. Et oui, on est opposé à une privatisation totale des secours, qui consisterait à remplacer les sapeurs-pompiers par des entités économiques, là qui ne seraient plus du tout des artisans ou des PME. Hein. On est bien d'accord. En revanche, effectivement, les ambulanciers, là je ne vais pas me répéter, ils ont aujourd'hui toute leur place. Si vous n'étiez pas là, de toute façon, on ne tiendrait même pas. Et là encore aujourd'hui, votre place n'est pas assez importante parce qu'il y a trop de choses qu'on fait à votre place et ce n'est pas nous qui souhaitons le faire. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Non à un système qui serait totalement privatisé. On souhaite l'équilibre du modèle français où on a un service public qui assure le secours et on a des opérateurs privés qui assurent une offre de soins et une offre de transport sanitaire. Allez, Thierry Schifano, et après je passe à la salle parce qu'ils vont me lyncher à force. Je pensais que quand vous allez parler de crédibilisation, vous étiez parti sur plutôt les faits d'actualité. Dernièrement, sur France 2, on a parlé encore des fraudes. Et dans les différentes hiérarchies, les plus hauts, c'était les kinés, les infirmiers, les médecins. Et les ambulanciers ne pesaient que 4%. Mais tout le programme n'a été fait que sur l'ambulancier, ça parle bien. Sur la partie représentation... Sur les patrons. Oui, bien sûr. Mais attends... Non, mais attends, j'assume ma responsabilité de patron, puisque je suis le patron d'une fédération de transport sanitaire, d'entrepreneurs de transport sanitaire, et que d'entrepreneurs, et non pas de salariés, puisque les salariés ont leurs organisations syndicales, et je ne mélange pas les deux dans la même section. C'est ma vision des choses, je peux accepter qu'on ne le partage pas.
L'autre point qu'il y a derrière, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons la chasse à cela. Je crois qu'on a été très clair pour le dire. Et si nous avons poussé sur des éléments de géolocalisation, de CFI, de traçabilité, c'est pour éviter ces fraudes-là. Ce n'est pas 4% de la profession. Donc, mais par contre, on nous met dedans. Maintenant, quand vous dites, madame, que les syndicats ne représentent pas, je suis désolé que pour pouvoir être à une table de négociation, il va être reconnu représentatif. Et à preuve du contraire, aujourd'hui, les 4 organisations professionnelles qui sont sur le territoire du transport sanitaire en France sont reconnues représentatives par le ministère. Il y a des critères pour cela. Aujourd'hui, une organisation professionnelle, c'est une organisation professionnelle d'entrepreneurs du transport sanitaire. Ce n'est pas une association de patrons et de salariés. Allez, on va passer 1, 2, 2. Ça marche? Non? 1, 2, 2. Oui, super. Alors, oulala. Ok. Alors, il y a le monsieur qui me faisait des signes depuis tout à l'heure. Je lui donne la parole. Bonjour. Je suis Didier Aubert, vice-président du CATSUF. Monsieur Chiffano, petit point en désaccord avec vous. Voilà, désolé. Coordinateur ambulancier, ça marche très bien. Dans le Var, carence, il n'y en a quasiment aucune. Il y a des permanenciers tous les jours. Dans le Var. À côté du 13, enfin de l'autre côté de la France, on est d'accord, mais dans le Var. Ça marche très bien. Autre point, c'est que les sociétés, elles arrêteront de vouloir faire des sorties des urgences, hors convention ARS et CPM, lors des gardes. Ça marchera très bien. Il n'y a pas de convention dans le 06, il n'y a pas de convention dans le 83. Ça se fait beaucoup. Maintenant, je me permets de taper un petit peu sur le dos du SAMU et des pompiers. Pour la centrale commune et l'ARM, enfin du moins le coordinateur ambulancier, très bonne idée. J'ai essayé de le développer dans le 06. Côté pompiers, ouais, bon, les ambulanciers, vous êtes rien du tout. Côté du SAMU, pourquoi avoir des ambulanciers chez nous? Il n'y a aucun intérêt. Donc on ne peut même pas développer le coordinateur ambulancier. Par contre, là où je suis d'accord, centrale commune et le coordinateur à la centrale commune. Ça, ce sera un bon début. Allez, on fait passer le micro. Levez les mains. Allez-y, allez-y. Bonjour, je suis Monsieur Smith, ambulancier dans la Sarthe et patron accessoirement. Moi, je m'interroge sur la réunion qu'il y a aujourd'hui. Ce qui manque un élément essentiel, c'est un représentant du SAMU. Je ne sais pas s'il y en a un, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais on dépend d'eux. Nous, en département, on fait des gardes préfectorales, permanence ambulancière, et on regarde nos amis sapeurs-pompiers passer toute la journée. Donc, je ne dis pas que c'est la faute des sapeurs-pompiers. Hein. Parce que vous étiez déjà beaucoup, et qu'une 7e personne serait fait... Bon, on pourrait passer l'après-midi et pouvoir faire un congrès spécial. Mais on a essayé effectivement d'avoir des représentants de chacun. On s'est équipé récemment de la solution nomadique qu'on a présentée au SAMU 112, qui nous ont bien fermé la porte au nez en disant que ça ne leur servait à rien. Vous n'avez pas l'intérêt, parce que les ambulanciers, finalement, on n'était que des transporteurs. Donc forcément, avec ce genre de discours, on ne peut pas aller bien loin, je pense. Donc voilà. Tenez, allez-y, prenez le micro devant. Allez-y. Merci. Je me permets de répondre aussi sur Nomadic, parce que dans les solutions que vous avez abordées d'espoir pour la suite, et ce fameux référentiel de 2009, quand on a démarré, nous, on a regardé ce référentiel, on s'est dit, tiens, c'est marrant, toute la partie géolocalisation, tout le monde s'est bien mis dessus, mais dans ce référentiel, on parle aussi de la transmission des données médicales, et cette partie-là n'a pas été traitée au jour d'aujourd'hui correctement. Donc nous, on s'est positionné sur la transmission du bilan, et aujourd'hui, on est au cœur du maillage, parce que comme on équipe indifféremment bleu, blanc, rouge, nous, c'est pas le souci, nous, c'est le patient, et on a été créé par un médecin urgentiste qui a fait du SAMU. On est au milieu de cette coordination, et aujourd'hui, ce qui nous efface, c'est effectivement de voir des ambulanciers qui parfois connaissent pas leurs propres droits. Par exemple, nous, comme notre solution permet de transmettre de l'électro, ils nous disent oh, mais jamais, moi je pourrais jamais transmettre un électro, j'ai pas le droit de faire ça. Non, ils n'ont pas le droit de l'analyser, mais de le pratiquer pour le transmettre, ils peuvent le faire. On a des SAMU qui disent c'est génial, comme le 86 ou bien d'autres qu'on a, qui disent j'en veux encore. Et moi, comme ça, je vais pouvoir faire ce que M. You décrivait. Ils disent comme ça, je sais quel véhicule est bien équipé. Ça redonne de la confiance dans la pratique ambulancière, parce que je sais que j'ai des équipages formés qui peuvent m'envoyer des bilans factuels. Et du coup, je peux réduire le nombre d'hospitalisations inutiles ou au contraire améliorer le parcours. Mais
effectivement, et on a des pompiers qui nous disent moi je veux la même chose que les ambulanciers et on va s'équiper demain, mais il faudrait juste que notre réseau Antares soit un peu plus efficace sur la transmission des données, même si Nomadic n'a pas besoin de 4G. Bref, ça pour dire, il y a des solutions qui vont exister par l'innovation, le respect des textes, ça c'est clair, et par des SAMU qui s'ouvrent un petit peu dans les pratiques, parce qu'il y a effectivement, nous on le constate, on ne peut que le constater, après c'est pas notre métier mais de voir qu'il y a une défiance et des pratiques complètement illégales. Ça fait 30 ans que vous vous battez, donc nous on va pas vous apporter... voilà, mais ce qui est vrai, c'est que la solution, elle est très factuelle, elle met tout le monde d'accord, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez... Ça s'est passé dans d'autres territoires. Un SAMU qui ne voulait pas voir. Et puis un jour, il y a eu quand même un électro qui n'a pas été regardé correctement, mais qui avait été transmis. Et il y a un SAMU qui a changé d'avis. Et on a toujours la même histoire. Ce qui est très regrettable, c'est que ça passe souvent par un patient qui aurait pu être sauvé ou qui aurait pu être mieux orienté. Mais on vous mettra en rapport avec d'autres ambulanciers qui ont votre problème. Ouais. Alors, qui d'autre ? Alors allez-y, faites passer, voilà. Ce sera peut-être plus simple. Et puis après, madame en bleu à votre gauche. Je vais embêter un peu. Ça fait 25 ans que je fais de l'ambulance, accessoirement. Et au niveau des syndicats, donc moi je suis à la chambre, désolé. Mais mettez bien le micro. Personne n'est parfait. Voilà. Mais j'ai remarqué que depuis que le CATSUF existe, qui a quelques années d'existence, a fait beaucoup plus pour l'image de la profession que malheureusement de nos syndicats. Ce que je trouve un peu bizarre, quoi. Ouais. Madame, allez-y. Bonjour. Alors moi, je vais retentir aussi sur ce qui a été dit concernant la coordination. Je suis ARM depuis 28 ans au SAMU 77. C'est quand même un très grand département, puisqu'on fait 120 km sur 86. Et dans mon département, il y a 127 ambulances. Et sur les 127 ambulances, j'ai que 37 ambulances qui veulent bien participer à l'aide médicale et au transport d'urgence. On est un gros département. On a effectivement dans l'obligation avoir recours aux SDIS pour les carences, sauf que je rebondis par rapport au secteur de Provins. Provins, j'ai 10 sociétés d'ambulance, je les appelle les 10 sociétés d'ambulance. Je fais la manipulation parce que je suis coordinatrice et je sais qui va être disponible. Les 10 sociétés me répondent non, je n'ai pas envie de faire de transport pour le SAMU, je perds mon temps. Alors, il y a un autre souci qu'on a dans notre département, et je pense que les sociétés d'ambulance connaissent aussi ça, c'est que je passe mon temps avec la police ou la gendarmerie qui arrête les véhicules ASU ou véhicules qui font partie dans notre département de l'ADRU, c'est-à-dire l'association départementale de la réponse à l'urgence. Je passe ma vie à leur expliquer que si j'envoie une ambulance privée pour quitter le département et pour aller par exemple sur une urgence AVC FAST sur Paris, ça ne sert à rien de les arrêter s'ils sont en train de rouler avec bleu, gyro, pas gyro, 2 gyros, 3 tons, 2 tons. Et mon travail, c'est aussi ça. Et on se retrouve jamais sur une table ronde avec la police ou la gendarmerie, parce que pour eux, si c'est une urgence, c'est un SAMU ou les pompiers. Voilà. Allez-y. Rejoindre ma confrère. En plus, on se connaît, mais je n'avais pas reconnu, et je pense qu'il y a très longtemps qu'elle a dû me voir. En fait, là, le problème, il est sur les VIGP. En fait, on en est là. On travaille avec le ministère en ce moment sur les VIGP. Le problème, c'est qu'on n'intègre pas que les ambulances peuvent être, à l'appel du 15, être un vecteur de secours public et pouvoir faire ce qu'on appelle du VIGP, de la véhicule d'intérêt général prioritaire, et où la police et la gendarmerie, alors pour l'instant, principalement beaucoup de police, nous arrêtent et émettent souvent dans des conditions vraiment lamentables, excusez-moi du terme, mais arrêter une ambulance qui a un patient derrière, en détresse vitale, en plein milieu de la route, et où on lui dit on va appeler les sapeurs-pompiers pour prendre ton véhicule, enfin pour prendre le patient, excusez-moi, et ton véhicule, on va l'immobiliser pour retirer le 2 tons, ça se voit tous les jours. On a environ 4 sociétés d'ambulance, nous au CATSUF, qui nous appellent tous les jours pour nous dire qu'on a un problème sur les VIGP. Il faut bien comprendre, et je pense que ça, on est en train de le faire, travailler avec les ministères pour leur faire comprendre qu'on est apte à faire de l'urgence vitale, on est apte à faire de la garde, et on est également vecteur de secours public quand nous sommes appelés par le 15. Et ça, il va falloir vraiment qu'on se mette autour de la table au ministère, et c'est en train d'être fait, c'est en cours.
Mais voilà, il faut du temps. Malheureusement, voilà, on y travaille. Autre question? Allez-y. Je pense qu'on a assez résumé la complexité en fait de la place de l'ambulancier au sein même de l'urgence, puisqu'on voit aujourd'hui le S10 est en conflit avec les ambulanciers par l'intermédiaire du 15, les patrons sont en conflit avec les salariés en interne, tout le monde est en conflit en fait. Et aujourd'hui, vous faites une réunion, tout le monde s'entend, il y a des discours divers et variés, on l'entend bien, seulement ça ne reflète pas une réalité de terrain. La réalité de terrain, elle est laquelle? C'est que nous sommes des artisans. Nous sommes des petites structures, pas forcément à la taille de malheureusement donc Patrick avec sa société. On a tous des projets divers et variés. Nous, on essaie d'instaurer quelque chose en 77. Donc, je suis le président de l'association départementale de réponse à l'urgence de Seine-et-Marne. On essaie d'intervenir auprès du 15 et du S10, anciennement géré par le colonel Faure, qui avait un pouvoir assez exceptionnel sur le département, avec un monopole strict et dur du CODIS. Voilà, on va le dire clairement. Aujourd'hui, on essaie d'instaurer, avoir un projet d'expérimentation. On est rentré dans le projet d'expérimentation. Il semblerait qu'on ait des retours assez positifs, même si à l'heure actuelle, nos fédérations sont plutôt contre ces projets d'expérimentation. Mais aujourd'hui, la réalité terrain, elle est laquelle? C'est que nous avons 3 sociétés sur le département qui souhaitent rentrer dans l'expérimentation. Ça, c'est la réalité de terrain. Donc quand on parle de volonté, elle est réelle. Les ambulanciers aujourd'hui sont mis déjà de côté. Donc après ça, on perd de la volonté, certes, mais aujourd'hui, il y a aussi une réalité réelle et économique. Quand j'entendais tout à l'heure le CODIS dire, enfin le représentant des pompiers, dire qu'ils sont indemnisés 119 € pour une carence ambulancière et que ça leur coûte bien plus cher, j'avoue que les poils se sont hérissés. Leur budget est déjà défini, leur matériel est payé, leurs volontaires sont rémunérés, tout est déjà payé. 119 €, c'est du bénéf. Quand nous, aujourd'hui, notre transport moyen en SAMU est à 130 €, on a tout à payer derrière. Donc la réalité terrain, elle est celle-ci, c'est-à-dire que c'est une réalité économique. Quand on parle de coordination, j'entends bien, quand on fait 10 ou 15 ou 20 000 ou 30 000 transports annuels, oui, on peut installer un coordinateur avec une proportion de 4 € par transport. Sauf que nous, à l'heure actuelle, on fait 6 000 transports sur le département. Comment on installe un coordinateur qui va... le budget, il est clair. C'est 160 000 € annuels pour une coordination H24. Comment, nous, aujourd'hui, on peut installer une coordination sans financement et sans aide? C'est pas possible. Donc quand on responsabilise l'ambulancier en disant le coordinateur doit être instauré et mis en place par l'ambulancier, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Alors certes, ça fait 30 ans qu'il y a une mise en place, donc c'est où déjà, Ambulance Assistance? À Nantes, mais ça fait 30 ans qu'il fait le truc. Donc nous, aujourd'hui, on va le faire. C'est-à-dire qu'on va mettre des patrons de boîtes d'ambulance en régulation sur leur temps personnel pour essayer d'installer ça. Mais financièrement, ce n'est pas viable. Demander à une société qui fait 4 transports mensuels de SAMU de payer 4 € sur un transport, ce n'est pas viable. À 51,30 €, en plus notre prise en charge est très particulière, 51,30 € et 2,12 € le kilomètre, comment vous voulez investir pour 4 transports par mois dans un scope qui coûte 3 000 €, une solution Nomadec, on viendra vous voir tout à l'heure pour savoir quel est le coût, comment on intervient là-dedans? Je veux dire, au bout d'un moment, il faut être assez réaliste. J'entends bien après vos histoires de guerre entre le CATSUF, les fédérations. Moi, ça, je m'en fiche. Moi, ce que je vois, c'est une réalité de terrain. On est une profession qui, normalement, est faite pour l'urgence. C'est dans nos racines. Et au final, financièrement, on ne peut pas y aller. Après, voilà, il faut peut-être 30 ans. Moi, je débute. Ça fait que 2 ans qu'on essaie de mettre des solutions en place. Donc, mais moi, je ne me vois pas faire ça encore pendant 28 ans. Alors, Cyril Deharbes, et il y a une question au fond. Si vous voulez bien faire passer le micro tout au fond au monsieur qui est debout, voilà, va venir le chercher. Moi, j'aimerais revenir sur ce que monsieur a dit. Et en même temps, sur la dame qui est deux crans juste à côté. Elle vient de nous dire un truc important. Elle nous a dit, voilà, sur le secteur de Provins, j'ai 10 sociétés d'ambulance et j'en ai aucune qui peuvent répondre à l'urgence préhospitalière. Voilà. Qui veulent, oui, voilà. Excusez-moi, qui veulent. Donc, on en est là. Donc là, on a un souci. Non, qui veulent. On est bien d'accord. Donc, on a un souci à ce moment-là. Et là, en fait, elle se retrouve avec des carences d'ambulance. On est bien d'accord. Donc, dans le quota que dit monsieur, où on fait 6 000 à peu près à l'année, on pourrait récupérer déjà énormément, je pense, déjà de là, par rapport à Provins, mais je pense que vous avez d'autres problèmes sur d'autres secteurs, on pourrait déjà récupérer et faire beaucoup plus d'interventions. Ah non, mais je sais bien.
masse. D'accord? Ça, c'est la réalité. Sauf que sur le terrain, il n'y a pas de répondant. Pourquoi il n'y a pas de répondant? Parce que tout simplement, si on éclate ces 35 000 transports sans structure, forcément la rentabilité économique relative d'urgence n'est pas rentable lorsqu'on n'a pas de masse, ça c'est clair. Mais si, inversement, il y a un seul opérateur, c'est la même chose. On dit la même chose. Voilà, il n'y aura pas de réponse. On est d'accord. Donc voilà, donc on est sur ce conflit perpétuel. Et donc oui, il faut peut-être 30 ans. Voilà, moi je pense que c'est ça le problème. Sur beaucoup de temps, aujourd'hui, personne ne nous aide. Allez, on va prendre une dernière question parce que le temps passe. Après, bien sûr, nos invités sont à votre disposition. Je parle pour vous, mais voilà, allez les voir. N'hésitez pas à discuter avec eux hors de la salle. Allez-y. Bonjour, Raphaël, ambulancier. Alors ma question, c'est pourquoi en 2017, dans une société tout numérique, on ne globalise pas la géolocalisation des véhicules pompiers et ambulances dans un même système avec le but du patient au final. Qui veut répondre? Ah, on a... Alors, j'ai pas d'autres micros malheureusement, mais voilà, on nous dit qui va payer la facture. Ah ben, après, c'est les 119 € à chaque fois qui sont perdus qui peuvent... Personne veut répondre sur ce... Je vais dire un mot. Effectivement, qui va payer ça? Lorsqu'on nous dit il y a des activités différentes qui sont de faire de l'urgence extra-hospitalière et puis du transport sanitaire, et beaucoup ne veulent pas faire d'urgence parce que le modèle économique s'y retrouve pas et veulent rester dans on va dire, une activité programmée, ou presque, à juste raison, moi je m'interroge qui va payer. Quand c'est compliqué de mettre les 4 € chacun, ce que je comprends bien ce que vous dites, hein, parce qu'on n'est pas du tout sur le volume qui a été expliqué ici, je comprends très bien, je comprends parfaitement. Chez nous, la géolocalisation, c'est venu difficilement, petit à petit, c'est pas encore opérationnel partout parce que c'est une deuxième couche d'Antares, etc. Et ça coûte très très cher, ouais, donc effectivement, qui va payer? Pas de souci sur le principe, tout le monde a envie, hein. Quand je dis tout le monde ensemble sur une plateforme commune pour gérer tout ça, c'est oui, en sachant où sont ses moyens, ouais, juste payer. Allez, une dernière question. Oh là là. Il y a 3 questions. Voilà, je ne pourrais pas prendre tout le monde, il faut qu'on libère la salle à un moment donné, on a déjà dépassé de 20 minutes. Ah alors, je ne l'avais pas vu, autant pour moi. Ne me criez pas dessus. Allez-y. Bonjour à tous, je suis chef d'entreprise, j'ai été salarié pendant 20 ans dans l'ambulance, c'est toujours ma passion. Il y a un gros problème de notre profession, alors, tout le monde parle un petit peu de notre situation personnelle. On voit vraiment sur le national, puisqu'on est un peu représentatif, puisqu'on vient du Nord, on n'a pas du tout le même système, parce que là on parlait de la géolocalisation, chez nous c'est Cyrus, je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, c'est le SAMU qui balance une mission avec un programme informatique, et on a un délai de réponse, et si on le prend, voilà, c'est le premier qui prend la mission. Donc c'est assez efficace. Je pense que je vais revenir sur le petit problème aussi tout à l'heure, sur la plus générale, sur la profession. C'est-à-dire que déjà, le transport sanitaire, ça ne devrait plus exister, on devrait être ambulancier. Un point, c'est tout, pour ne pas faire justement d'amalgame de transporteur, sanitaire. Ça veut tout et rien dire. Ambulancier, ça a plus de sens et sera plus, pour la vocation des futures générations s'ils veulent faire ce métier. Et un ambulancier, c'est pas que pour l'urgence, c'est pas que pour faire du transport en VSL, c'est pas... Si on veut optimiser justement l'effort pour le patient, pour l'urgence, si un ambulancier a décidé de ne plus faire d'urgence parce qu'ils ne sont plus capables d'eux, parce qu'on n'a peut-être pas mis en place les formations, on n'a pas pris en conscience qu'il y avait encore les moyens de pouvoir aussi agir en tant qu'urgentiste, à notre niveau, bien sûr. Si, en exemple, on dépose une ambulance, un patient à l'hôpital et on a une urgence, et on se dit, maintenant le régulateur dit non, je ne peux pas l'envoyer parce qu'il ne veut pas faire d'urgence, ce serait complètement stupide. Je pense qu'un boulanger, si on lui dit tu ne dois plus faire du pain, il faut qu'il change de métier. Ambulancier, c'est tout, c'est un tout, c'est-à-dire qu'il doit prendre en charge le patient pour une simple dialyse. Mais si la dialyse, elle fait une hémorragie, et il dit bah non, je ne fais plus d'urgence, qu'est-ce qu'il va faire le patient dans le VSL? Vous voyez, donc ça a déjà un gros problème au niveau des formations. Et au niveau des constats, on ne peut pas demander à un ambulancier de choisir. L'ambulancier, c'est global. Et je pense que c'est important que l'accompagnement, la formation, avec l'âge qui avance aussi, parce qu'on n'est pas les mêmes intérêts à 20 ans, peut-être qu'à 40 ans ou à 60 ans. Et dans le privé, malheureusement, on doit faire une carrière plus longue. Mais il faut accompagner. Et le problème aussi, c'est quand on veut faire des formations un peu plus poussées que ce qu'on nous propose au niveau des CESU. Au départ, je n'avais pas trop trouvé
le problème, mais en fait, c'est toujours une question de financement. C'est-à-dire qu'il faut toujours atteindre les quotas des CESU. Et si on trouve, par exemple, un groupe de médecins urgentistes avec infirmiers, ambulanciers du SMUR, où ils travaillent avec les ambulanciers au jour, où on leur propose 32 heures de formation pour de recyclage, et on veut faire valider ça au CESU ou à l'ARS, on dit non, c'est pas officiel, alors que c'est des médecins, c'est des infirmiers du SMUR, c'est des gens très compétents. Et donc là, ça nous met un frein en tant que chef d'entreprise pour mettre tous nos salariés, nos coéquipiers à être formés. Ça, c'est ce qu'on vit actuellement. En plus, parfois, c'est difficile de mettre en place des formations parce qu'il y a toujours une carence de personnel. Quand on voit qu'il n'y a qu'une ou deux sessions par an de DEA, je fais partie aussi parfois des sélections pour les euros à la Croix-Rouge. Alors pareil, un jour on m'a dit « Christophe, tu n'as pris que 2 personnes sur les 10 qu'on t'a proposé ce matin ?» Je dis oui. Il dit « On a des quotas. » Donc ça veut dire que les 8 autres qu'on a sélectionnés derrière mon dos, donc à un moment donné on se dit à quoi ça sert de faire sélection? Non, il faut remplir les quotas, donc on va mettre des gens qui ne sont pas du tout adaptés à notre métier. Et nous, au jour le jour, quand on va le vivre, en tant que chef d'entreprise, même avec des coéquipiers qui vont avoir des gens qui ne sont pas faits pour ce métier, et le patient aussi, on sera tous vraiment en désaccord et ça peut poser des problématiques. Donc, oui, et je vais finir aussi ce que je vais dire. Il y a aussi cette image aussi depuis longtemps qu'on nous dit les médias, ils ont le pouvoir de faire changer les choses. On nous dit souvent le pompier est le héros, l'ambulancier est le zéro. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on vit tous les jours. Donc on essaie au travers, moi j'ai, avec les bariatriques, c'est un gros système aussi, j'ai 5 brancards bariatriques, parce que personne n'avait dans notre région pris le problème au bras-le-corps. On a mis ça en place et j'ai eu affaire à un monsieur qui représentait le SDIS et il a dit, nous on n'a plus les moyens financiers pour financer du matériel, par contre on a les moyens humains. Donc on arrive maintenant à travailler en coordination avec la sapeur-pompier pour les bariatriques, c'est-à-dire qu'au lieu d'immobiliser 3 équipes de chez nous pour une personne qui fait plus de 180 kg, on arrive à coordonner l'humain avec les pompiers et les ambulanciers. Et là, ça crée vraiment de la coordination, ça crée des liens, comme on disait, sur le terrain, où tout le monde s'apprécie. Et c'est un peu cette guerre qui s'est un petit peu terminée. Et je pense que c'est l'avenir de notre métier, c'est-à-dire travailler en collaboration pour que le patient soit vraiment pris en charge à 100% dans les meilleurs délais. Alors sur le volet formation, je vous donne juste une petite info. Donc rendez-vous à 15h ici même pour une conférence sur le paramedics. Ça sera l'objet, Laurent Fracon sera là, Patrick Hughes aussi. Voilà, ce sera à mon avis intéressant de réfléchir sur le futur de la formation de votre métier. À 14h, donc, les réformes du PSC1, donc dans 1 heure. Voilà, je vous donne un petit peu le programme. Et on écoute madame, et après, malheureusement, je vais devoir rendre le micro. Je pense allez-y, parlez dedans. Je pense que oui, voilà. Donc je parle en tant que directrice d'institut de formation d'ambulanciers. Donc déjà, je voudrais répondre à monsieur qui est parti, mais... que les quotas, contrairement à ce que vous avez dit, c'est des quotas qui sont autorisés par rapport aux besoins dans cette spécificité de formation et de professionnels ambulanciers. Donc ça, c'est plus vous déclarez vos postes vacants au niveau des pôles emploi, plus on augmente les quotas. Alors, dites pas, c'est pas vrai, je suis en train de faire une information par rapport à là où je suis. Donc, alors nous, je suis pas dans le Nord, je finis, donc, si ça vous permettez. Alors, en ce qui concerne la formation, les quotas, ils sont avec des listes mutualisées par rapport au nombre d'écoles. Quand vous avez atteint vos quotas, vous pouvez mutualiser vos listes dans toute la France. Ça, c'est en fonction des demandes et des listes à pourvoir. Donc, on mutualise les demandes et tout le monde a normalement son quota. Après, je voulais revenir quand même sur quelque chose parce que je suis un peu étonnée qu'on puisse faire des électrocardiogrammes à des ambulanciers, qu'on puisse de ce fait être sur des dérives de tâches, parce que ça, c'est pas du tout, en tout cas dans le programme de formation, un acte ambulancier. Donc là, il y a quand même des choses qui sont assez surprenantes par rapport à la spécificité de la formation. Et là, je rejoins monsieur, n'est pas une formation pour être un ambulancier de l'urgence. Elle est pour être un ambulancier généraliste. Ensuite, vos spécificités, c'est pas... Alors, je fais peut-être un tollé dans ce que je suis en train de dire, mais enfin...
Voilà, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On aura une conférence sur le Paramedix tout à l'heure cet après-midi. Ce sera pile poil le moment. Vous serez avec nous ? En tout cas, ce que je voulais quand même juste dire, c'est que la formation à FGSU est une formation d'une durée de 4 ans, qu'elle est une formation avec un recyclage obligatoire tous les 4 ans, qu'elle est obligatoire tous les ans lorsque les gens participent à la garde et que... Allez, on va conclure là-dessus. Voilà pourquoi cette profession n'avance pas. C'est tout faux, tout ce qu'on dit. Merci beaucoup à tout le monde. N'hésitez pas à discuter tous entre vous. Merci à nos invités. Et on se retrouve, merci beaucoup. Et on se retrouve donc à 14h sur les réformes du PSC1, ici même, et ensuite sur le Paramedix.